Parfois le courage naît de la peur, et l'amour surgit là où on l'attend le moins. Clara Whitmore avait le cœur qui battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose quand elle descendit du train à Fort Worth en 1875. Elle venait épouser un homme qu'elle n'avait jamais vu, Caleb Morrison, propriétaire du plus grand ranch du Texas. Les gens parlaient de lui à voix basse. Un géant qui avait survécu à la guerre et aux bandits, un homme dur comme le fer. Mais quand il s'approcha d'elle sur le quai de la gare, Clara vit quelque chose d'étonnant dans ses yeux fatigués. Une tendresse cachée derrière la rudesse. Et lui, dans le regard tremblant de cette jeune femme fragile, reconnut la lumière qu'il pensait perdue pour toujours. Leur rencontre allait changer deux vies brisées. Comment deux âmes si différentes peuvent-elles s'apprivoiser dans un monde sans pitié? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Le voyage depuis Boston avait duré 8 jours interminables. Clara serrait entre ses doigts gantés le médaillon de sa mère, ce petit bijou en argent terni qui contenait le portrait de la femme qu'elle avait à peine connue. Sa mère était morte en couche, quand Clara n'avait que 3 ans, la laissant seule avec un père distant et une tante acariâtre qui n'avait jamais cessé de lui reprocher d'être un fardeau. « Tu feras une épouse convenable », avait déclaré sa tante Prudence en préparant ses bagages. « Dieu sait que personne d'autre ne voudra de toi ici. » Après ce qui s'est passé avec M. Hartwell, Clara frissonna au souvenir de Silas Hartwell, cet homme riche et brutal que son père avait choisi pour elle. Un veuf de 50 ans aux mains trop baladeuses et au regard cruel. Quand elle avait refusé ses avances lors de leur fiançailles, l'avait giflé si fort qu'elle en avait gardé une cicatrice au coin de la lèvre. C'est cette nuit-là qu'elle avait trouvé l'annonce dans le journal de Boston. Rancher du Texas cherche épouse de bonne moralité. Écrire à Caleb Morrison, Ranch Double M, Fort Worth. Elle avait écrit en cachette, inventant une correspondance qui n'avait duré que 3 lettres de chaque côté. Caleb Morrison écrivait avec une écriture ferme et simple. « Je possède 1000 acres de bonne terre. Je suis veuve depuis 5 ans. J'ai besoin d'une femme qui sache tenir une maison et qui ne craigne pas la solitude. Si vous acceptez, je paierai votre voyage. » Le train s'arrêta dans un nuage de vapeur noire. Clara descendit lentement, ses jambes tremblantes, après tant d'heures assises. La chaleur du Texas la frappa comme une gifle. L'air sentait la poussière, le cuir et quelque chose d'indéfinissable la vastitude. Peut être. Fort Worth n'était qu'une collection de bâtiments en bois le long d'une rue principale poussiéreuse. Des hommes en chapeau de cow-boy la regardaient avec curiosité. Certains soulevaient poliment leur couvre-chef, d'autres la dévisageaient sans gêne. « Mademoiselle Whitmore ?» La voix était grave, teintée d'un accent du Sud que Clara ne connaissait que par les livres. Elle se retourna et leva les yeux. Caleb Morrison était encore plus imposant qu'elle l'avait imaginé. Il mesurait bien 6 pieds et 3 pouces, avec des épaules larges qui tendaient sa chemise de coton blanc. Son visage était buriné par le soleil et marqué par une cicatrice qui partait de la tempe droite pour disparaître dans ses cheveux bruns. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, comme le ciel après un orage. « Monsieur Morrison », murmura-t-elle en esquissant une révérence. Il la regarda longuement, et Clara sentit ses joues s'empourprer. Qu'est-ce qu'il pensait d'elle? Sa robe de voyage était froissée. Ses cheveux châtains s'échappaient de son chignon, et elle devait sentir la sueur et la poussière du train. « Vous êtes plus petite que je l'imaginais, » dit-il finalement. Sa voix n'était ni critique ni déçue, juste constatante. « Et plus jeune. »« J'ai 22 ans, » se défendit Clara, bien que sa voix tremblât légèrement. « C'est bien. » Il prit sa valise d'une main qui semblait pouvoir broyer des noix. « Le chariot est là. Le ranch se trouve à 1 heure de route. » Le voyage se déroula en silence. Clara était assise à côté de Caleb sur le banc du chariot, consciente de sa présence massive. Il maniait les rênes avec une aisance naturelle, ses mains tannées, écailleuses témoignant d'années de travail dur. De temps en temps, il jetait un regard vers elle, mais ne disait rien. Le paysage changeait graduellement. Les dernières maisons de Fort Worth cédaient la place à une vastitude qui coupait le souffle à Clara. Les plaines s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent comme un océan d'herbes dorées. Au loin, des collines basses dessinaient des silhouettes violettes contre le ciel immense. Clara n'avait jamais vu autant d'espace vide. À Boston, on ne voyait jamais l'horizon. « C'est beau !» dit-elle enfin, brisant le silence. Caleb tourna la tête vers elle, surpris. La plupart des femmes de l'Est trouvent que c'est trop vide. « J'aime le vide, »
On peut respirer. Quelque chose passa dans le regard de Caleb, une lueur d'approbation, peut-être. Ma première épouse détestait cet endroit. Elle disait que ça lui donnait le vertige. Clara sentit un pincement au cœur. Bien sûr qu'il avait aimé sa première épouse. Comment pourrait-elle jamais rivaliser avec un souvenir? Comment s'appelait-elle? Demanda-t-elle doucement. Margaret. Elle venait de la Nouvelle-Orléans. Une vraie dame, habituée aux belles choses. Il fit claquer les rênes. Elle est morte il y a 5 ans. Les Apaches. Le sang de Clara se glaça. Les Apaches? Un raid. J'étais parti vendre du bétail à 100. Antonio. Quand je suis revenu. Il s'interrompit, les mâchoires serrées. Il ne restait plus rien. Clara comprit alors pourquoi cet homme dégageait une telle mélancolie. Il portait la culpabilité du survivant, le regret de celui qui n'était pas là quand il aurait dû être. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'est du passé. » Mais sa voix disait le contraire. Le ranch d'Oublem apparut au détour d'une colline. Clara retint son souffle. C'était plus grand qu'elle l'avait imaginé. La maison principale était en pierre et en bois, avec une large véranda qui courait tout autour. Plusieurs granges, des corrals et des bâtiments annexes s'éparpillaient dans la vallée. Des cow-boys s'affairaient autour des enclos où paissaient des centaines de têtes de bétail. « 1000 acres, dit Caleb avec une fierté discrète. « Mon père a commencé avec rien. J'ai agrandi depuis. » Un homme s'approcha du chariot. Il était plus petit que Caleb, avec une peau mate et des cheveux noirs, grisonnants sous son chapeau. Ses yeux noirs pétillaient de curiosité bienveillante. « Miguel Sanchez » se présenta-t-il en soulevant son chapeau. « Contremaître du ranch. Vous devez être Madame Clara. »« Mademoiselle Whitmore » corrigea Clara en rougissant. « Pas encore mariée » expliqua Caleb en descendant du chariot. « Le pasteur viendra la semaine prochaine. » Miguel hocha la tête avec compréhension. Dans cette région, les arrangements étaient chose courante. Il aida Clara à descendre avec une galanterie naturelle. « Sarah vous attend à l'intérieur, » dit-il. « Elle a préparé votre chambre. » La maison sentait la cire d'abeille et quelque chose de délicieux qui cuisait. Une femme ronde aux cheveux gris apparut sur le seuil. Elle devait avoir une 50aine d'années, avec un visage maternel et des yeux verts pétillants de malice. « Enfin !» s'exclama-t-il en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je suis Sarah McKenna. Je m'occupe de cette maison depuis 15 ans et... » Il était temps qu'une femme y remette les pieds. Elle enveloppa Clara dans une étreinte chaleureuse qui sentait la farine et la lavande. Clara se détendit pour la première fois depuis des jours. Cette femme dégageait une bonté naturelle qui réchauffait le cœur. « Venez, ma chère. Je vais vous montrer votre chambre. Monsieur Caleb, vous pouvez porter la valise. » L'intérieur de la maison était simple mais confortable. Des meubles en bois sombre, des tapis indiens aux couleurs vives, et partout cette propreté méticuleuse qui parlait de soins attentifs. Sarah guida Clara à l'étage, vers une chambre spacieuse avec une fenêtre qui donnait sur les collines. « C'était la chambre de Madame Margaret, » dit Sarah doucement. « Mais j'ai tout changé. Nouveau matelas, nouveaux rideaux, nouvelle literie. C'est votre chambre maintenant. » Clara regarda autour d'elle. La chambre était joliment décorée, avec des rideaux de coton blanc et un couvre-lit aux couleurs douces. Une commode, surmontée d'un miroir, une armoire spacieuse et une chaise près de la fenêtre complétaient l'ameublement. « Et M. Morrison ?» demanda-t-elle timidement. « Sa chambre est au bout du couloir, » répondit Sarah avec un sourire entendu. « Il a dit que vous pourriez avoir besoin de temps pour vous habituer. C'est un homme bien, notre Caleb. Dur à l'extérieur, mais avec un cœur d'or. » Caleb déposa la valise et se tourna vers Clara. « Je vous laisse vous installer. Sarah vous expliquera les habitudes de la maison. Le dîner est à 7 heures. » Il sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Clara s'assit sur le lit, soudain épuisée. Sarah s'approcha et lui prit les mains. « Vous avez peur ?» dit-elle simplement. Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je ne connais rien à la vie de ranch chez lui. Il aimait sa première épouse. Il l'aimait, oui, mais Margaret n'était pas heureuse ici. Elle pleurait souvent, se plaignait de la solitude et de la rudesse de cette vie. Caleb se sentait coupable de ne pas pouvoir lui donner ce qu'elle voulait. Sarah serra les mains de Clara. « Vous avez déjà dit que c'était beau. C'est plus que Margaret n'a jamais fait. » Clara se redressa légèrement. « Il y a tant de choses que je ne sais pas faire. On apprend. Et moi, je suis là pour vous aider. Maintenant, lavez-vous
et changez-vous. Je vais vous montrer la maison avant le dîner. » Le tour de la propriété révéla l'ampleur du domaine de Caleb. La cuisine était spacieuse et bien équipée, avec un grand fourneau et une table massive en chêne. Le salon était meublé simplement mais confortablement, avec une cheminée de pierre et des fauteuils en cuir. Le bureau de Caleb sentait le tabac et le cuir, avec des cartes accrochées au mur et des livres de comptes sur une table. « Il lit beaucoup », expliqua Sarah en voyant Clara examiner les étagères. « Il a plus d'instructions que la plupart des hommes de l'Ouest. Son père tenait à ce qu'il aille à l'école. » À 7 heures précises, Clara descendit pour le dîner. Elle avait mis sa plus belle robe, une création en laine bleue qui mettait en valeur ses yeux. Caleb l'attendait dans la salle à manger, vêtu d'une chemise blanche propre et d'un gilet noir. Il s'était rasé et avait peigné ses cheveux en arrière. « Vous êtes très élégante, » dit-il en se levant pour tirer sa chaise. « Merci, » murmura Clara, touchée par cette galanterie inattendue. Le repas était délicieux, un ragoût de bœuf aux légumes, du pain frais et une tarte aux pommes. Mais la conversation restait laborieuse. Clara ne savait pas quoi dire, et Caleb semblait tout aussi mal à l'aise. « Parlez-moi de Boston, » dit-il finalement. Clara lui raconta sa vie, en omettant les détails les plus douloureux. Sa tante, la pension où elle avait enseigné aux enfants, les hivers rigoureux et les étés étouffants. Caleb l'écoutait attentivement, posant parfois une question. « Et vous ? Vous avez toujours vécu ici ? » « Je suis né dans cette maison. Mon père a construit le ranch avec mes oncles dans les années 1840. C'était plus dangereux à l'époque, les Comanches, les bandits mexicains. Maintenant, c'est plus calme. Vous avez fait la guerre ? » Son visage se ferma légèrement. « 4 ans avec le Texas Regiment. J'ai eu de la chance de revenir. » Clara n'osa pas demander davantage. Elle voyait bien que certains souvenirs étaient encore douloureux. Après le dîner, ils s'installèrent au salon. Caleb bourra sa pipe tandis que Clara feuilletait un livre de poésie qu'elle avait trouvé sur une étagère. « Vous aimez la poésie ?» demanda-t-il. « Beaucoup. Ma mère écrivait des vers, d'après ce qu'on m'a dit. Lisez-moi quelque chose. » Clara choisit un poème de Wordsworth et le lut à voix haute. Sa voix claire emplissait la pièce, donnant vie aux mots. Quand elle eut fini, Caleb resta silencieux un moment. « C'était beau, » dit-il enfin. Margaret ne lisait jamais. Clara ferma le livre, soudain gênée d'être encore une fois comparée à la première épouse. « Je vais me coucher, » dit-elle en se levant. « Clara. » Elle se retourna. « Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes pratiquement des étrangers, mais j'espère que nous apprendrons à nous connaître. »« Moi aussi, » répondit-elle doucement. Dans sa chambre, Clara se prépara pour la nuit. Par la fenêtre, elle entendait les bruits de la campagne, le mugissement lointain du bétail, le chant des grillons, le murmure du vent dans les herbes. C'était si différent de Boston, où les bruits de la ville ne cessaient jamais. Elle s'agenouilla près de son lit et pria, comme sa tante le lui avait appris. Mais cette fois, au lieu de demander le pardon de ses péchés, elle demanda le courage d'affronter cette nouvelle vie et la sagesse de devenir la femme que Caleb méritait. De l'autre côté du couloir, elle entendait Caleb marcher dans sa chambre. Elle se demandait à quoi il pensait, s'il regrettait déjà de l'avoir fait venir. Dans une semaine, il serait marié. L'idée la terrifiant et l'excitait à la fois. Clara s'endormit en serrant le médaillon de sa mère, se demandant si elle avait fait le bon choix en venant dans ce pays sauvage, épouser un homme qu'elle connaissait à peine. Mais au fond de son cœur, elle sentait que cette terre immense, et cet homme silencieux pourrait peu, être lui offrir ce qu'elle avait toujours cherché, un foyer, où elle serait enfin chez elle. Clara avait passé 3 jours au ranch, s'habituant peu à peu au rythme de cette vie nouvelle. Elle apprenait à traire les vaches sous la tutelle patiente de Sarah, à préparer les repas pour une douzaine d'hommes affamés et à naviguer dans l'immensité de cette maison qui résonnait encore des échos du passé. Caleb se montrait courtois mais distant, partant à l'aube pour superviser les travaux et ne rentrant qu'à la tombée de la nuit, couvert de poussière et sentant le cuir et la sueur. Ce matin-là, Clara fut réveillée par des cris venant de la cour. Elle se précipita à la fenêtre et vit Miguel galoper vers la maison, son cheval écumant. Caleb sortit de la maison, le fusil Winchester à la main, cette arme qu'elle avait remarquée accrochée au-dessus de la cheminée et qui semblait faire partie de lui. « Patron !» cria Miguel en sautant de sa monture. « Les Henderson! Leur ferme a été attaquée cette nuit !» Clara sentit son sang se glacer. Les Henderson étaient leurs plus proches voisins, une famille de fermiers avec 3 jeunes enfants qu'elle avait rencontrés à l'église le dimanche précédent. « Combien de morts ?» demanda Caleb d'une voix dure que Clara ne lui connaissait pas. « Tom Henderson est grièvement blessé.
Sa femme et les enfants se sont cachés dans la cave. Mais ils ont tout pris le bétail, les chevaux, même leurs provisions d'hiver. Des Apaches? Non, patron, des bandits mexicains. Ils ont laissé un message en espagnol cloué sur la porte de la grange. Caleb jura entre ses dents. Combien d'hommes peux-tu rassembler? 6. Peu. Être 7. Jake et William sont en ville. Ça suffira. C'est le tonnerre et prépare les fusils. Clara descendit précipitamment, encore en chemise de nuit, un châle jeté sur les épaules. Que se passe-t-il? Caleb se tourna vers elle, et elle recula involontairement. L'homme doux qui lui lisait parfois le journal le soir avait disparu. À sa place se tenait un guerrier, les yeux durs comme l'acier, le visage fermé. Elle comprit soudain qu'elle n'avait vu qu'une facette de Caleb Morrison. « Rentrez dans la maison et verrouillez les portes », ordonna-t-il. « Sarah sait où sont cachées les armes. Si nous ne sommes pas rentrés avant la tombée de la nuit, barricadez-vous et tirez sur tout ce qui bouge. Mais où allez-vous? Rattrapez ces salauds avant qu'ils ne frappent ailleurs. » Il se dirigeait déjà vers l'écurie quand Clara le rattrapa. « Caleb, attendez !» Il s'arrêta, impatient. « Quoi? Soyez prudent, » dit-elle simplement. Quelque chose passa dans son regard, une surprise, être de la tendresse. « Je reviendrai, » promit-il avant de disparaître dans l'écurie. Clara regarda les hommes seller leurs chevaux avec une efficacité militaire. Caleb monta Tonnerre, un étalon noir magnifique, qui semblait partager la détermination de son maître. Les cow-boys étaient armés jusqu'aux dents-fusils, revolvers, cartouchières en travers de la poitrine. Ils ressemblaient plus à des soldats qu'à des gardiens de troupeau. « Dieu vous garde !» cria Sarah depuis la véranda. Caleb leva la main en signe d'adieu et éperonna son cheval. La troupe disparut dans un nuage de poussière, laissant derrière elle un silence pesant. « Venez, ma chère, » dit Sarah en prenant le bras de Clara. « Il faut nous préparer. » « Nous préparer à quoi? » « À ceux qu'ils reviennent peu, être par ici. » Sarah lui montra le fusil de chasse dissimulé derrière la porte de la cuisine, les revolvers cachés dans divers tiroirs et la réserve de munitions dans le garde-manger. Clara découvrait avec stupeur que cette maison paisible était en réalité une forteresse. « Vous savez tirer ?» demanda Sarah. « Mon père m'a appris avec un petit calibre, mais je n'ai jamais tiré sur un homme. Espérons que vous n'aurez pas à le faire. » Elles passèrent la journée dans l'angoisse. Clara ne parvenait pas à se concentrer sur ses tâches. Elle sursautait au moindre bruit, scrutait l'horizon par la fenêtre, guettant le retour des hommes. Sarah tentait de la rassurer, mais Clara voyait bien que la vieille femme était elle aussi inquiète. À midi, Miguel revint seul, portant un homme blessé en travers de sa selle. C'était Tom Henderson, le visage livide, une balle dans l'épaule. « Emmenez-le dans la chambre d'amis !» cria Sarah. Clara aida à transporter le fermier blessé. Elle n'avait jamais vu autant de sang, et son estomac se révolta. Mais quand Sarah commença à nettoyer la plaie, Clara serra les dents et l'assista de son mieux. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle à Miguel. « Ils poursuivent les bandits vers la frontière. Patron Morrison pense qu'ils vont essayer de repasser au Mexique avec le bétail volé. » Tom Henderson délirait de fièvre. Dans ses divagations, il racontait l'attaque. Ils sont venus à l'aube, une dizaine d'hommes. Ils parlaient espagnol. Leur chef avait une cicatrice sur le visage. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Clara sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Ils vont revenir ?» « C'est possible, » admit Miguel. « Ces bandits savent que les hommes sont partis. C'est le moment parfait pour attaquer les maisons sans défense. » Sarah chargea le fusil de chasse et le posa près de la fenêtre de la cuisine. « Miguel, combien d'hommes sont restés au ranch? » « 2 seulement. Joe et Pete gardent le bétail près de la rivière. »« Pas suffisant, » marmonna Sarah. Le soleil commençait à décliner quand ils entendirent des coups de feu au loin. Clara et Sarah se précipitèrent à la fenêtre. Un nuage de poussière s'élevait du côté des pâturages. « C'est Joe !» cria Miguel en saisissant son fusil. « Il arrive au galop !» Le cowboy déboucha au grand galop, se retournant pour tirer derrière lui. À sa poursuite, une demi-douzaine de cavaliers en sombrero galopaient en poussant des cris sauvages. « Ils attaquent !» hurla Joe en sautant de son cheval. « Pete est mort !»« Ils ont tué Pete !» Miguel et Joe se mirent en position de tir derrière les poteaux de la véranda. Les bandits approchaient rapidement, leurs fusils crachant le feu. « Clara !» cria Sarah. « Prenez le fusil de chasse et montez à l'étage. Tirez par la fenêtre de la chambre. » Clara saisit l'arme, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait un jour
être forcé de tirer sur un être humain. Mais en voyant la peur dans les yeux de Sarah, en pensant à Tom Henderson gisant blessé à l'étage, sa peur se mua en détermination. Elle monta les marches 4 à 4 et se posta à la fenêtre de sa chambre. Les bandits étaient maintenant dans la cour, tirant vers la maison. L'un d'eux mit pied à terre et courut vers la porte d'entrée. Clara visa soigneusement, comme son père le lui avait appris. « Visez le centre de la cible, ma fille. Respirez lentement et pressez doucement la détente. » Elle tira. Le bandit s'effondra dans un cri. Clara resta figée, horrifiée par ce qu'elle venait de faire. Elle avait touché un homme. Peu être l'avait-elle tué. « Bien joué !» cria Joe depuis la véranda. « Rechargez !» Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit faire tomber les cartouches, mais elle parvint à recharger et se remit en position. Un autre bandit tentait de contourner la maison. Elle tira encore, le manquant de peu. Le combat dura une éternité ou peu, être seulement quelques minutes. Clara ne savait plus. Elle tirait, rechargeait, tirait encore, dans une espèce de transe. Ses oreilles bourdonnaient à cause des détonations, ses mains étaient noires de poudre. Soudain, le silence retomba. Les bandits survivants battaient en retraite, emportant leurs blessés. Clara s'effondra sur le plancher, le fusil encore serré contre sa poitrine, tout son corps secoué de tremblements. « Clara !» Sarah montait l'escalier en courant. « Ma chère enfant, ça va ?» Clara ne parvenait pas à parler. Elle regardait fixement la cour où gisait l'homme qu'elle avait abattu. Un être humain. Elle avait pris une vie. « Vous avez sauvé la maison !» dit Sarah, en la prenant dans ses bras. « Vous avez sauvé nos vies. »« J'ai tué un homme, » murmura Clara. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. » Caleb et ses hommes rentrèrent à la tombée de la nuit, couverts de poussière et fatigués. Ils avaient récupéré le bétail volé et tué 3 bandits, mais les autres s'étaient échappés au Mexique. Quand Caleb vit le corps dans la cour, son visage se durcit. Que s'est-il passé? Miguel lui raconta l'attaque. Caleb écouta en silence, puis leva les yeux vers la fenêtre de la chambre où Clara se tenait encore, pâle comme un linge. Il monta la retrouver. Elle était assise sur le bord du lit, le regard vide. « Sarah m'a dit ce que vous avez fait, » dit-il doucement. « J'ai tué un homme, » répéta Clara comme une litanie. Caleb s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Clara, regardez-moi !» Elle leva lentement les yeux vers lui. « Vous avez protégé cette maison. Vous avez sauvé Sarah, Miguel et Tom Henderson. Si vous n'aviez pas tiré, nous serions être tous morts. Mais j'ai pris une vie, la vie d'un homme qui était venu voler, tuer et détruire. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. » Il la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis son arrivée, Clara se laissa aller contre lui. Elle pleura longtemps, libérant toute la tension, la peur et l'horreur de cette journée. « Je ne suis plus la même, » murmura-t-elle contre son épaule. « Non, » admit Caleb, « vous avez découvert votre courage, et c'est une chose précieuse dans ce pays. » Cette nuit-là, Clara ne put fermer l'œil. Elle restait éveillée, revivant encore et encore le moment où elle avait pressé la détente. Elle avait franchi une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir franchir. La jeune femme innocente de Boston était morte dans cette chambre à l'étage, et à sa place était née une femme capable de se défendre et de protéger les siens. Quand l'aube se leva, Clara se regarda dans le miroir. Son visage était le même, mais ses yeux avaient changé. Ils avaient perdu leur innocence et gagné quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Elle descendit à la cuisine où Sarah préparait le petit déjeuner. La vieille femme lui sourit avec une tendresse mêlée de respect. « Comment vous sentez-vous, ma chère ?»« Différente, » répondit Clara simplement. « Mais je crois que c'était nécessaire. » Caleb entra, déjà habillé pour le travail. Il s'arrêta en voyant Clara et la regarda longuement. « Le pasteur vient demain pour notre mariage, » dit-il. « Si vous voulez encore de moi après ce que vous avez vu hier. » Clara pensa à l'homme dur et impitoyable qu'elle avait découvert, à cette facette de Caleb qu'elle n'avait pas soupçonnée. Mais elle pensa aussi à sa tendresse quand il l'avait consolée, à sa compréhension face à son trouble. « Oui, » dit-elle fermement, « je veux toujours vous épouser. Cette terre est maintenant la mienne aussi, et je la défendrai. » Caleb sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, un vrai sourire qui transformait son visage. « Alors, nous ferons une bonne équipe, Clara Morrison. » Les jours qui suivirent l'attaque passèrent dans une étrange atmosphère de calme tendu. Clara avait trouvé ses marques au ranch, mais elle portait maintenant une paire de gants de travail en cuir
que Sarah lui avait offert des gants qui témoignaient de sa transformation d'une dame de Boston en femme du Texas. Ses mains s'endurcissaient, et avec elles, son caractère. « Montrez-moi encore », dit Clara, en tenant maladroitement le revolver que Caleb lui tendait. Il se trouvait derrière la grange, là où Caleb avait installé des cibles de fortune contre un talus de terre. Le soleil de fin d'après-midi baignait la prairie d'une lumière dorée, et l'air sentait l'herbe sèche et la poudre. « Comme ça !» dit Caleb en se plaçant derrière elle, ses grandes mains guidant les siennes sur l'arme. « Gardez les 2 yeux ouverts, visez avec l'œil directeur, mais gardez l'autre ouvert pour avoir une vision d'ensemble. » Clara sentait la chaleur de son corps contre son dos, l'odeur de cuir et de savon qui lui était devenue familière. Depuis l'attaque, quelque chose avait changé entre eux. Il n'y avait plus cette distance polie qu'il maintenait auparavant. Il la regardait différemment, avec un respect nouveau. Pressez doucement la détente, n'arrachez pas, le coup partit. La balle frappa la cible. Pas au centre, mais assez près pour que Caleb hoche la tête avec approbation. Bien, encore. Ils répétèrent l'exercice jusqu'à ce que les mains de Clara ne tremblent plus. Quand elle parvint enfin à toucher le centre de la cible 3 fois de suite, Caleb sourit ce sourire rare qui transformait complètement son visage. « Vous apprenez vite, » dit-il en rechargeant l'arme. « Demain, nous essaierons avec le fusil. »« Caleb, » dit Clara en posant sa main sur son bras. « Racontez-moi la guerre. » Son visage se ferma immédiatement. « Pourquoi voulez-vous savoir ça? »« Parce que je veux vous connaître. Toutes vous. » Il resta silencieux un long moment, regardant au loin vers les collines violettes. Puis il soupira et s'assit sur une souche d'arbre, Clara prenant place à côté de lui. J'avais 10 à 8 ans quand elle a commencé. Mon père voulait que je reste pour protéger le ranch, mais mes 2 frères aînés étaient déjà partis. Je ne pouvais pas rester en arrière. Il parla lentement, comme s'il extrayait chaque mot de sa mémoire avec peine. La bataille de Gettysburg, où il avait vu mourir son frère aîné. Les marches interminables sous la pluie et le soleil. La faim, la dysenterie, les amis qui ne se réveillaient plus un matin. J'ai commandé une compagnie les 2 dernières années. Des gamins de 16 ans pour la plupart. Je les envoyais mourir, et ils m'obéissaient parce qu'ils me faisaient confiance. Clara prit sa main dans la sienne. Elle était cailleuse, marquée par une vieille cicatrice qui traversait la paume. Comment avez-vous eu cette blessure? Un Sabre Yankee, à Cold Harbor. J'ai eu de la chance, il visait ma gorge. Vous êtes revenu, c'est ce qui compte. Je suis revenu, mais pas entier. Une partie de moi est restée dans ces champs de bataille. Il tourna ses yeux bleus vers elle. Margaret ne comprenait pas pourquoi je me réveillais parfois en criant. Pourquoi certains bruits me faisaient sursauter. Et maintenant? Maintenant, j'ai quelqu'un qui comprend ce que c'est que de tuer pour protéger ce qu'on aime. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil descendre vers l'horizon. Clara comprenait maintenant pourquoi Caleb était si protecteur, pourquoi il semblait toujours aux aguets. La guerre l'avait marqué, comme elle-même avait été marquée par cette attaque. Le lendemain matin, le pasteur Henderson arriva de Fort Worth dans sa carriole poussiéreuse. C'était un homme grand et mince, avec une barbe grise et des yeux bienveillants. Il avait fait le voyage spécialement pour célébrer leur mariage. « Mes enfants, » dit-il en serrant les mains de Clara et Caleb, « je suis heureux de vous voir unis devant Dieu. » Clara portait sa plus belle robe en soie bleue avec des manches longues et un col montant. Sarah avait tressé ses cheveux en couronne et y avait piqué des fleurs sauvages cueillies dans la prairie. Elle se sentait belle, mais surtout, elle se sentait prête. « Avez-vous réfléchi aux vœux que vous souhaitez échanger ?» demanda le pasteur. Clara et Caleb se regardèrent. Ils avaient parlé de cela la veille au soir, assis sur la véranda sous les étoiles. « Nous avons nos propres paroles, » dit Caleb. « Parfait. Dans ce cas, nous célébrerons la cérémonie dimanche, après le service religieux. Cela donnera le temps aux voisins de se joindre à nous. » L'après-midi, Clara accompagna Sarah en ville pour les derniers préparatifs. Fort Worth bourdonnait d'activités des cow-boys qui venaient de terminer une transhumance, des fermiers qui vendaient leurs récoltes, des marchands ambulants qui proposaient leurs marchandises. Dans le magasin général, Clara remarqua les regards curieux des autres femmes. Certaines souriaient et la saluaient poliment, d'autres la dévisageaient avec une curiosité moins bienveillante. « Ne faites pas attention, » murmura Sarah. « Elles sont jalouses. Caleb Morrison est le meilleur parti du comté. »« Madame Sarah, Clara. » Elles se retournèrent pour voir Mary Anderson, la femme du fermier blessé, qui s'approchait avec ses 3 enfants.
Elle était encore pâle des émotions de l'attaque, mais elle souriait. « Comment va votre mari » demanda Clara. « Il se remet bien, grâce à vos soins, et grâce à votre courage aussi. » Marie prit les mains de Clara. « Les hommes racontent ce que vous avez fait. Vous nous avez sauvé la vie. » Clara rougit. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » dit fermement Marie, « pas n'importe qui. Il faut un courage particulier pour une dame de l'Est. » Un homme s'approcha du groupe grand, avec des cheveux roux et une étoile de shérif épinglée sur sa veste. Clara reconnut immédiatement les traits de famille. C'était forcément Jacques, le frère de Caleb. « Vous devez être Clara, » dit-il en soulevant son chapeau. « Je suis Jack Morrison, shérif du comté de Parker. » Il était plus mince que Caleb, avec des yeux verts au lieu de bleus, mais on voyait immédiatement la parenté. « Caleb m'a beaucoup parlé de vous, » dit Clara. « J'espère qu'il n'a dit que du bien, » plaisanta Jacques. Puis son visage redevint sérieux. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait lors de l'attaque, et vous mettre en garde aussi. »« Me mettre en garde ?» Ces bandits mexicains ne renoncent pas facilement. Leur chef, Rodrigo Vasquez, a juré de se venger de tous ceux qui s'opposent à lui. Vous devez rester vigilante. Sarah serra le bras de Clara. « Ne l'écoutez pas, il veut juste l'effrayer. »« Non, » dit Clara calmement. « Il a raison de m'avertir. Je ne suis plus naïve. » Jacques la regarda avec approbation. « Mon frère a fait un bon choix. Bienvenue dans la famille, Clara. » Le soir, de retour au ranch, Clara trouva Caleb dans l'écurie en train de brosser Tonnerre. Le grand étalon noir hennit doucement en la voyant approcher. « Il vous aime bien, » dit Caleb. « Les chevaux sentent les bonnes personnes. » Clara caressa l'encolure de l'animal. « Jacques m'a mis en garde contre ce Rodrigo Vasquez. » Caleb arrêta de brosser. « Qu'est-ce qu'il vous a dit? » Que les bandits pourraient revenir, que leur chef ne renonce jamais. Jacques a raison. Vasquez est le pire de tous. Il ne pardonne pas les humiliations. Caleb reprit son brossage avec des gestes plus énergiques. « Mais ne vous inquiétez pas, après notre mariage, vous serez ma femme. Et personne ne touche à ce qui m'appartient. Je ne vous appartiens pas, » dit Clara doucement. Caleb se figea. « Je ne voulais pas dire. Je sais ce que vous vouliez dire, et vous avez raison. Nous nous appartiendrons l'un à l'autre. » Cette nuit-là, Clara eut du mal à s'endormir. Dans 2 jours, elle serait mariée. Dans 2 jours, elle ne serait plus Clara Whitmore, mais Clara Morrison. Cette pensée l'excitait et l'effrayait à la fois. Elle se leva et alla à la fenêtre. Caleb était sur la véranda, fumant sa pipe en regardant les étoiles. Comme s'il avait senti sa présence, il leva la tête vers sa fenêtre. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Il leva la main en un petit salut, et elle lui rendit son geste. Demain, elle commencerait sa dernière journée de célibat. Après-demain, elle appartiendrait à cet homme silencieux et fort, et lui appartiendrait en retour. Pour la première fois depuis son arrivée au Texas, Clara se sentait véritablement chez elle. Le samedi soir, veille de son mariage, Clara était assise dans le salon en train de lire à voix haute un recueil de poésie que Caleb avait sorti de sa bibliothèque. C'était devenu leur rituel du soir, elle lisait tandis qu'il fumait sa pipe, écoutant sa voix claire donner vie au vers. Ce livre de poésie était devenu un pont entre leurs 2 mondes, un moyen de communication qui dépassait les mots du quotidien. « Écoutez ceci, » dit-elle en tournant une page. « C'est de Lord Byron. Elle marchait en beauté, comme la nuit des climats sereins et des cieux étoilés, et tout ce qu'il y a de meilleur dans l'ombre et la lumière se rencontrait dans son aspect et ses yeux. » Caleb la regardait par-dessus sa pipe, ses yeux bleus reflétant la lumière de la lampe à pétrole. « C'est beau. Cela me fait penser à vous. » Clara sentit ses joues s'empourprer. « Vraiment? Vous avez cette grâce, cette façon de porter la lumière avec vous, même dans les moments les plus sombres. » Un coup frappé à la porte interrompit ce moment d'intimité. Sarah alla ouvrir et revint accompagnée d'un homme en uniforme de l'armée. Capitaine Robert Mills, se présenta l'homme en ôtant son képi. « Je commande le fort Richardson. J'apporte un message pour M. Morrison. » Caleb se leva immédiatement sur ses gardes. « Que se passe-t-il? » Nous avons reçu des informations selon lesquelles une bande importante de bandits mexicains se dirigerait vers le nord. Leur chef serait ce Rodrigo Vasquez dont nous entendons parler depuis des mois. Clara sentit son sang se glacer. Le nom de Vasquez était revenu plusieurs fois dans les conversations, toujours accompagné de regards sombres et de voix baissées. « Combien d'hommes ?» demanda Caleb. « Une vingtaine peut être plus.
Ils ont attaqué 3 fermes au sud de San Antonio la semaine dernière. Nous pensons qu'ils remontent vers le nord pour hiverner au Mexique avec leur butin. Et vous voulez que je rassemble mes hommes? Si possible, oui. Nous organisons une milice avec tous les ranchs de la région. Rendez-vous demain à l'aube, au croisement de Brazos Creek. Clara se leva brusquement. Demain? Mais c'est notre mariage! Les 2 hommes la regardèrent, et elle réalisa qu'elle avait parlé trop fort, trop impulsivement. Une dame bien élevée n'interrompait pas les affaires des hommes. Clara a raison, dit Caleb lentement. Nous nous marions demain. Le capitaine Mills parut embarrassé. Je suis désolé, monsieur Morrison. Je ne savais pas. Mais la situation est grave. Si Vasquez atteint la frontière avec ses hommes, il reviendra l'année prochaine avec une armée encore plus importante. Reportez le mariage, dit une voix depuis l'escalier. Ils se retournèrent tous pour voir un homme descendre les marches. Clara ne l'avait jamais vu, mais elle reconnut immédiatement les traits de famille encore un frère Morrison. Celui-ci était plus âgé que Caleb avec des cheveux grisonnants et des rides profondes autour des yeux. « William », dit Caleb avec froideur, « je ne savais pas que tu étais là. Je suis arrivé il y a 1 heure. Sarah m'a dit que tu dormais. » William regarda Clara avec curiosité. « Tu dois être ma future belle-sœur. » Clara hocha la tête, sentant immédiatement la tension entre les 2 frères. « William a raison, » continua ce dernier. « Tu peux te marier n'importe quand, mais si Vasquez s'échappe, il reviendra en force. »« Non, » dit Clara fermement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Non, nous ne reporterons pas le mariage. Ma chère enfant, » commença William avec condescendance. « Vous ne comprenez pas. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit Clara. « Je comprends qu'il y aura toujours des bandits, toujours des dangers, toujours une raison de reporter notre bonheur. » Elle se tourna vers Caleb. « Si vous partez maintenant, qui dit que vous reviendrez? Qui dit que nous aurons une autre chance? » Caleb la regardait avec une expression indéchiffrable. « Clara, épousez-moi demain matin, avant l'aube, puis partez si vous devez partir. Mais donnez-moi au moins le droit d'être votre femme si quelque chose vous arrive. » Le silence tomba sur la pièce. William secoua la tête avec désapprobation. Le capitaine Mills regardait ses bottes. Sarah, dans l'embrasure de la porte, souriait avec fierté. « Elle a du cran, ta fiancée, » dit finalement William. « Oui, » répondit Caleb sans quitter Clara des yeux. « Elle en a. » Il se tourna vers le capitaine. « Nous serons au rendez-vous à midi? Cela vous laisse-t-il assez de temps? » « Certainement, monsieur Morrison. » Après le départ du capitaine, William s'attarda dans le salon. Clara sentait qu'il voulait parler à Caleb en privé, alors elle prétexta de la fatigue pour monter se coucher. « Bonne nuit, » dit-elle en embrassant Sarah sur la joue. « Dormez bien, ma chère. Demain sera le plus beau jour de votre vie. » Mais Clara ne dormit pas. Elle entendait les voix des 2 frères qui montaient du salon, William qui argumentait, Caleb qui répondait avec son calme habituel. Elle ne parvenait pas à saisir les mots, mais le ton était tendu. Vers minuit, elle entendit William sortir de la maison et enfourcher son cheval. Puis Caleb monta l'escalier et s'arrêta devant sa porte. « Clara, vous dormez? »« Non, » répondit-elle doucement. « Puis-je entrer ?» Elle hésita un moment, puis se leva pour ouvrir la porte. Caleb se tenait dans le couloir, éclairé par la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. « De quoi parliez-vous avec William ?»« Il pense que j'ai tort de vous épouser. » Clara sentit son cœur se serrer. « Pourquoi? Il dit qu'une femme de l'Est ne survivra jamais ici. »« Que je vous condamne à une vie de danger et de privation. » Caleb entra dans la chambre et ferma doucement la porte derrière lui. « Il dit que Margaret est morte parce que je n'ai pas su la protéger. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez? » Caleb s'approcha d'elle. Dans la pénombre, elle pouvait voir la cicatrice sur sa tempe, les rides de fatigue autour de ses yeux. « Je pense que William ne vous connaît pas. Je pense qu'il a vu Margaret mourir et qu'il a peur que la même chose vous arrive. » Il prit son visage entre ses mains. « Mais vous n'êtes pas Margaret? Vous avez déjà prouvé votre courage. »« J'ai peur aussi, » avoua Clara. « Pas de mourir, mais de vous perdre avant même de vous avoir vraiment eu. Vous ne me perdrez pas, je vous le promets. » Il se pencha et l'embrassa, doucement d'abord, puis avec plus d'ardeur. Clara sentit ses genoux faiblir. C'était son premier vrai baiser, et il éveillait en elle des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les 2 essoufflés. « Il faut que je parte, » murmura Caleb contre ses lèvres. « Restez, » chuchota Clara. « Juste cette nuit. Nous serons mariés dans quelques heures. »
Caleb ferma les yeux, luttant visiblement contre ses désirs. « Clara, si je reste, je ne pourrai pas. Nous ne pourrons pas. Je sais. » Elle posa sa main sur sa joue. « Restez quand même. Tenez-moi juste dans vos bras. » Il acquiesça et s'allongea sur le lit, tout habillé. Clara se blottit contre lui, sa tête sur son épaule. Elle sentait son cœur battre sous sa joue, l'odeur de cuir et de savon qui lui était devenue si familière. « Caleb, oui? Qu'est-ce qui se passera après le mariage? Quand vous serez revenu de cette poursuite? Nous apprendrons à vivre ensemble. Vraiment ensemble. » Sa voix était douce dans l'obscurité. « Nous aurons des enfants, si Dieu le veut. Nous vieillirons sur cette terre. Et si William a raison, si je ne suis pas assez forte, alors je vous apprendrai, comme je vous apprends à tirer. » Il resserra son étreinte. « Tu es innocente, Clara, mais je t'apprendrai le courage. » Clara sourit dans l'obscurité. C'étaient les mots qu'elle avait attendus toute sa vie sans le savoir. L'aube n'était plus loin quand elle s'endormit enfin, en sécurité dans les bras de l'homme qu'elle allait épouser dans quelques heures. L'aube se levait à peine quand Clara ouvrit les yeux. Caleb était déjà debout, en train de reboutonner sa chemise près de la fenêtre. Dans quelques heures, elle porterait la robe de mariée que Sarah avait passé des semaines à confectionner, cette robe blanche en soie qui symbolisait tout l'espoir de leur avenir commun et l'acceptation de Clara par la petite communauté du ranch. « Il est temps, » dit-il doucement sans se retourner. Clara se leva et alla vers lui. Dehors, les premières lueurs rosées coloraient les collines. C'était leur jour de mariage, mais aussi peu être leur jour d'adieu. « Vous regrettez ?» demanda-t-elle. Il se tourna vers elle et prit son visage entre ses mains. « Jamais, même si nous n'avons qu'un jour ensemble, cela en vaudra la peine. » 1 heure plus tard, Clara descendait l'escalier dans sa robe de mariée. Sarah avait surpassé tous ses talents de couturière. La robe était simple mais élégante, avec un corsage ajusté et une jupe ample qui bruissait doucement quand Clara marchait. Un voile de dentelle, héritage de la mère de Sarah, complétait l'ensemble. « Mon Dieu !» murmura Caleb en la voyant apparaître. « Vous êtes magnifique !» Le pasteur Henderson était arrivé avant l'aube, comprenant l'urgence de la situation. Miguel et Sarah servaient de témoins. Même quelques cow-boys s'étaient rassemblés dans le salon, leurs chapeaux à la main, leurs visages burinés adoucis par l'émotion. « Mes enfants, » commença le pasteur, « nous sommes réunis ici en ce petit matin pour unir Clara et Caleb devant Dieu et devant les hommes. » Clara regardait Caleb, mémorisant chaque détail de son visage. Il avait mis son plus beau costume, noir avec une chemise blanche immaculée. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, et il s'était rasé de près. Mais c'étaient ses yeux qui la captivaient, ses yeux bleus qui la regardaient comme si elle était la 8e merveille du monde. « Caleb Morrison, acceptez-vous de prendre Clara Whitmore pour épouse, de l'aimer et de la chérir, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? »« Oui, je l'accepte, » répondit Caleb d'une voix ferme. « Clara Whitmore, acceptez-vous de prendre Caleb Morrison pour époux, de l'aimer et de lui obéir, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? » Clara pensa à tout ce qu'il avait mené jusqu'ici, sa fuite de Boston, sa peur, sa transformation. « Oui, je l'accepte. Avez-vous des anneaux? » Caleb sortit de sa poche un anneau d'or simple mais finement ciselé. « C'était l'alliance de ma mère, » dit-il en la passant au doigt de Clara. « Elle l'a portée 40 ans. J'espère que vous la porterez aussi longtemps. » Clara sortit à son tour un anneau qu'elle avait acheté à Fort Worth avec ses dernières économies. « Et moi, je vous donne ce modeste anneau, en gage de mon amour. » Le pasteur sourit. « Vous pouvez maintenant échanger vos vœux personnels. » Caleb prit les mains de Clara dans les siennes. « Clara, vous êtes venue dans ma vie comme un rayon de soleil après de longues années d'obscurité. Vous avez apporté la beauté, la douceur et la joie dans cette maison qui en avait perdu le souvenir. Je promets de vous protéger, de vous chérir et de vous enseigner tout ce que je sais de cette terre et de cette vie. Je promets de vous donner mon cœur tout entier et de ne jamais vous faire regretter d'être venu jusqu'ici. » Clara sentait les larmes lui monter aux yeux. « Caleb, j'étais perdu quand je suis arrivé ici. Vous m'avez donné un foyer, une famille, et surtout, vous m'avez appris que j'étais plus forte que je ne le croyais. Je promets de vous aimer fidèlement, de partager vos joies et vos peines, et de faire de cette terre notre terre. Je promets d'apprendre le courage que vous voulez m'enseigner, et de vous donner en retour toute la tendresse dont mon cœur est capable.
Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser votre épouse. Caleb se pencha vers Clara et l'embrassa tendrement. Autour d'eux, les témoins applaudirent et Sarah essuya ses larmes avec son tablier. « Félicitations, Madame Morrison », dit le pasteur en serrant la main de Clara. « Madame Morrison ». Clara savoura ces mots. Elle n'était plus Clara Whitmore, la vieille fille de Boston. Elle était Clara Morrison, femme de rancher du Texas. Le petit déjeuner de noces fut rapide mais joyeux. Sarah avait préparé des biscuits chauds, du jambon et des œufs. Miguel porta un toast avec du café fort en guise de champagne. « À Monsieur et Madame Morrison, que Dieu vous bénisse et vous donne de nombreuses années de bonheur. » Mais déjà, Caleb regardait l'horloge. Dans 3 heures, il devait retrouver la milice, au croisement de Brazos Creek. « Je dois me préparer, » dit-il à contre-cœur. Clara l'accompagna dans sa chambre, leur chambre maintenant, et l'aida à préparer son équipement. Son fusil Winchester, ses revolvers, sa cartouchière, ses provisions. Chaque objet qu'elle plaçait dans ses sacoches lui serrait un peu plus le cœur. « Combien de temps serez-vous partis » demanda-t-elle. « Quelques jours, 1 semaine au maximum. Nous suivrons leur piste jusqu'à la frontière, et nous les arrêterons avant qu'ils ne la franchissent. Et si vous ne les rattrapez pas, nous les rattraperons. » Il s'arrêta de bourrer ses sacoches et la regarda. « Clara, si quelque chose m'arrive. »« Non, » l'interrompit-elle. « Ne dites pas ça. Pas aujourd'hui. Il faut que vous sachiez. Tous mes biens vous reviennent. Le ranch, l'argent à la banque, tout. » Jacques s'occupera des aspects légaux. « Caleb, et si jamais vous ne vous sentez plus en sécurité ici, retournez à Boston. Vendez le ranch si nécessaire. » Clara posa ses mains sur ses épaules et le força à la regarder. « Écoutez-moi bien, Caleb Morrison. Cette terre est maintenant ma terre. Cette maison est ma maison. Et si vous ne revenez pas, je passerai le restant de mes jours à vous attendre sur cette véranda, parce que c'est ici que nous avons été heureux. » Il la serra contre lui avec une force désespérée. « Dieu que je vous aime, Clara Morrison. Et moi, je vous aime, mon mari. » Ils descendirent ensemble dans la cour où Tonnerre était scellé et prêt. Les autres hommes du ranch attendaient, armés et équipés pour la poursuite. Miguel, Tom le contremaître, Pierre et Antoine les frères français, et 2 nouveaux cow-boys engagés après l'attaque. « Prenez soin de ma femme, » dit Caleb à Miguel. « Comme de ma propre fille, patron. » Caleb se tourna vers Clara une dernière fois. « À bientôt, Madame Morrison. À bientôt, mon amour. » Il monta en selle et éperonna Tonnerre. La troupe s'éloigna au galop, soulevant un nuage de poussière dorée dans la lumière du matin. Clara resta debout dans la cour jusqu'à ce qu'ils aient disparu derrière les collines. « Venez, » dit doucement Sarah, en passant un bras autour de ses épaules. « Nous avons du travail. » L'après-midi passa comme dans un rêve. Clara changea ses vêtements de mariée contre une robe de travail et aida Sarah à préparer le repas pour les hommes restés au ranch. Mais ses pensées étaient ailleurs, avec Caleb et ses hommes qui galopaient vers un danger inconnu. Vers 4 heures, un cavalier isolé apparut à l'horizon. Clara reconnut la silhouette de Jacques, le frère shérif. Il s'approcha au galop et sauta de son cheval avant même qu'il ne soit complètement arrêté. « Clara, où est Caleb ?» « Il est parti avec la milice ce matin. Pourquoi ?» Jacques ôta son chapeau et passa une main dans ses cheveux roux. « Nous avons reçu un télégramme de San Antonio. Vasquez n'est pas au sud. Il remonte par l'ouest avec une bande de 30 hommes. Il se dirige droit vers ici. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vers ici ?» Il sait que Caleb est parti. Quelqu'un l'a renseigné. Jacques regarda autour de lui, évaluant la défense du ranch. Il vient pour se venger de l'humiliation qu'il a subie ici. Et il sait que vous êtes seul. Combien d'hommes nous reste-t-il ? 4, en comptant Miguel. Pas assez. Clara réfléchit rapidement. Elle était mariée depuis 6 heures et déjà veuve en puissance. Mais elle était Clara Morrison maintenant, et elle ne laisserait personne détruire ce qu'elle et Caleb avaient construit. « Alors nous devons être plus malins qu'eux, » dit-elle avec une détermination qui surprit Jacques. « Combien de temps avons-nous » ? « Ils seront ici demain soir au plus tard. » Clara hocha la tête. « Alors nous avons une journée pour nous préparer. Et croyez-moi, Jacques Morrison, ils découvriront que la nouvelle Madame Morrison n'est pas aussi facile à intimider qu'ils le pensent. » Cette nuit-là, Clara ne put fermer l'œil. Elle était allongée dans le grand lit qu'elle devait partager avec Caleb, respirant son odeur qui imprégnait encore les oreillers. Dans l'obscurité,
Elle laissa ses doigts courir sur la cicatrice qui barrait le torse de son mari, cette marque laissée par la guerre qu'elle avait découverte quand elle l'avait aidé à changer de chemise avant son départ. Cette cicatrice était devenue pour elle le symbole de sa vulnérabilité cachée, la preuve que même les hommes les plus forts portaient des blessures secrètes. Elle se leva et alla à la fenêtre. Jacques montait la garde sur la véranda, son fusil en travers des genoux. Dans les corrals, les chevaux semblaient nerveux, hennissant doucement dans la nuit. Même les animaux sentaient que quelque chose n'allait pas. Clara enfila un châle et descendit rejoindre Jacques. Il leva les yeux vers elle avec surprise. « Vous devriez dormir, Clara. Demain sera une journée difficile. Je n'y arrive pas. » Elle s'assit dans le fauteuil à bascule de Sarah. « Racontez-moi ce que vous savez sur Vasquez. » Jacques soupira et bourra sa pipe. Rodrigo Vasquez était capitaine dans l'armée, mexicaine avant de devenir bandit. Un homme intelligent, impitoyable. Il ne pardonne jamais une humiliation. Qu'est-ce qu'il nous veut exactement? Vous avez tué un de ces hommes lors de la première attaque. Caleb en a tué 3 autres. Pour Vasquez, c'est une dette de sang qui doit être payée. Clara frissonna. Et il sait que Caleb est parti? Quelqu'un l'a renseigné. Vasquez a des espions partout. Il paie bien pour les informations. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les bruits de la nuit. Au loin, un coyote hurlait, et d'autres lui répondaient. « Jacques, » dit Clara doucement, « si nous ne survivons pas à demain. »« Nous survivrons. Mais si nous n'y arrivons pas, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre frère m'a rendue heureuse. Même si ce n'était que pour quelques heures, il m'a donné plus de bonheur que j'en avais connu dans toute ma vie. » Jacques la regarda avec une tendresse inattendue. « Il vous aime vraiment, vous savez. Je ne l'avais jamais vu regarder Margaret comme il vous regarde. » Comment était-elle? Margaret? Belle, raffinée mais fragile. Elle avait peur de tout ici, des orages, des serpents, de la solitude. Elle pleurait souvent. Il tira sur sa pipe. Caleb se sentait coupable de ne pas pouvoir la rendre heureuse. Et maintenant? Maintenant, il a trouvé une femme qui aime cette terre autant que lui. Une femme qui n'a pas peur de se battre pour la défendre. L'aube arriva trop vite. Clara se prépara avec soin, choisissant une robe sombre et pratique, glissant le petit revolver que Caleb lui avait appris à manier dans la poche de son tablier. Elle brossa ses cheveux et les tint en un chignon serré, puis regarda son reflet dans le miroir. La femme qui lui faisait face n'était plus la jeune fille timide de Boston. C'était une femme du Texas, prête à défendre sa maison. Dans la cuisine, Sarah préparait le petit déjeuner avec des gestes mécaniques. Ses mains tremblaient légèrement quand elle versait le café. « Sarah, » dit Clara en posant une main sur son épaule, « tout ira bien. J'ai peur, ma chère. J'ai vécu la première attaque contre Margaret. Le sang, les cris. » Sa voix se brisa. « Nous ne sommes plus les mêmes qu'à l'époque. Nous savons nous défendre maintenant. » Miguel entra dans la cuisine, suivi de Pierre et Antoine, les frères français. Ces deux-là étaient arrivés au Texas après avoir fui la guerre en Europe, et ils avaient gardé de leurs années de soldats une discipline militaire qui rassurait Clara. « Madame Morrison, » dit Miguel en ôtant son chapeau, « nous avons préparé les défenses comme vous l'avez demandé. » Clara hocha la tête. La veille, elle avait surpris tout le monde en prenant les choses en main. Elle avait fait barricader les fenêtres du rez-de-chaussée, installer des meurtrières dans les volets et créer des positions de tir à l'étage. Elle avait même fait creuser des tranchées dans la cour pour permettre aux défenseurs de se déplacer à couvert. Et les chevaux, tous dans l'écurie fermée, avec des provisions pour 3 jours. Si nous devons tenir un siège, nous le pouvons. Bien. Combien de munitions? Assez pour une bataille rangée, répondit Antoine avec son accent français prononcé. Votre mari était bien préparé. Vers midi, Jacques revint d'une reconnaissance. Son visage était grave. Ils arrivent. 27 hommes, bien armés. Ils seront ici dans 2 heures. Clara sentit son cœur s'accélérer, mais sa voix resta ferme. Tout le monde à ses postes. Miguel, vous et Pierre prenez l'étage. Antoine et Jacques, vous restez en bas. Sarah et moi, nous nous occuperons des munitions et des blessés. Clara, dit Jacques, vous devriez vous cacher dans la cave. Laissez-nous nous occuper d'eux. Non, sa voix claqua comme un fouet. C'est ma maison maintenant, ma terre. Personne ne me fera fuir. 1 heure plus tard, ils virent le nuage de poussière à l'horizon. Clara était postée à la fenêtre de sa chambre, le fusil de Caleb entre les mains. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Mais ses mains étaient fermes. Les cavaliers approchaient lentement, avec l'assurance de ceux qui savent qu'ils ont l'avantage du nombre.
En tête chevauchait un homme au visage balafré, vêtu d'un uniforme militaire décoré. Rodrigo Vasquez. Il s'arrêta à portée de voix de la maison et cria en anglais teinté d'un fort accent espagnol. « Madame Morrison, je sais que vous êtes là. Votre mari n'est pas là pour vous protéger. » Clara se montra à la fenêtre. « Que voulez-vous ? » ?»« Justice. Vous avez tué mes hommes. Vous devez payer. » »« Vos hommes ont attaqué des innocents. C'est eux qui ont payé le prix de leurs crimes. » Vasquez éclata de rire. « Une femme courageuse. Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. » Il fit signe à ses hommes. « Prenez la maison, tuez les hommes, mais amenez-moi la femme, vivante. » Les bandits se déployèrent autour de la maison en poussant des cris sauvages. Clara visa soigneusement et tira. Un homme tomba de sa selle. Autour d'elle, les autres défenseurs ouvraient le feu. La bataille était engagée. Les bandits attaquèrent par vagues successives, mais les défenses préparées par Clara tenaient bon. Les barricades protégeaient les défenseurs, et les meurtrières leur permettaient de tirer sans s'exposer. Après la première charge, 6 bandits gisaient dans la cour. « Ils se regroupent !» cria Miguel depuis l'étage. Clara rechargeait son fusil, ses gestes devenus automatiques après des heures d'entraînement avec Caleb. Elle pensait à lui, se demandant où il était, s'il avait réalisé qu'il était tombé dans un piège. « Madame Morrison !» cria Vasquez depuis sa position. « Rendez-vous ! Vous ne pouvez pas nous résister éternellement. » « Venez donc me chercher, » répondit Clara. « Vous avez du courage, señora, mais le courage ne suffit pas toujours. » La deuxième attaque fut plus coordonnée. Pendant que certains bandits attaquaient de front, d'autres tentaient de contourner la maison. Pierre fut touché à l'épaule, mais continua à tirer. Sarah pansait ses blessures avec des lambeaux de drap, transformés en infirmière de guerre. Le soleil commençait à décliner quand Clara entendit un bruit qu'elle n'attendait pas. Des coups de feu au loin venant du nord. Elle tendit l'oreille. Les détonations se rapprochaient. « Qu'est-ce que c'est ?» cria Jacques. Clara monta sur le toit par la trappe du grenier, malgré les balles qui sifflaient autour d'elle. Au nord, elle vit un spectacle qui lui réchauffa le cœur. Une ligne de cavaliers qui galopait vers le ranch. Caleb en tête sur Tonnerre. « Caleb !» cria-t-elle de toutes ses forces. Les bandits aussi avaient vu arriver les renforts. Vasquez hurla des ordres en espagnol, et ses hommes commencèrent à battre en retraite. « Non !» cria le chef. « Bandits ! Nous ne partons pas les mains vides !» Il éperonna son cheval et chargea directement vers la maison, son revolver à la main. Clara le vit arriver, comprit qu'il tentait un coup de désespoir. Elle visa soigneusement et tira. Vasquez vacilla sur sa selle mais ne tomba pas. Il atteignit la véranda et sauta de son cheval, se ruant vers la porte d'entrée. Clara dévala l'escalier du grenier et arriva dans le hall au moment où Vasquez enfonçait la porte. Il était blessé à l'épaule, son uniforme taché de sang, mais ses yeux brillaient d'une rage folle. « Vous !» gronda-t-il en la voyant. Il leva son revolver vers elle. Clara plongea sur le côté et tira au même moment. La balle de Vasquez creusa un sillon dans le mur. Celle de Clara le toucha en pleine poitrine. Le bandit s'effondra dans l'entrée de la maison, ses yeux grands ouverts fixant le plafond. Clara resta figée, son fusil encore fumant entre les mains. Elle avait tué le chef des bandits, l'homme qui terrorisait et toute la région était mort dans son salon. Des pas précipités résonnèrent sur la véranda. Caleb apparut dans l'embrasure de la porte, le visage noirci par la poudre, les yeux fus d'inquiétude. « Clara !» Il la vit debout au-dessus du corps de Vasquez et comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Mon Dieu, Clara !» Elle lâcha son fusil et se jeta dans ses bras. « Vous êtes revenu, je n'aurais jamais dû vous laisser, » murmura-t-il contre ses cheveux. Quand nous avons réalisé que c'était un piège, que Vasquez était déjà parti vers le nord. Vous êtes là maintenant. C'est tout ce qui compte. Caleb la serra contre lui et regarda autour de la maison qu'elle avait défendue. Les barricades, les positions de tir, les traces de la bataille. Vous avez fait tout ça? Nous avons fait tout ça, corrigea Clara. Sarah, Miguel, Jacques, les autres. Nous sommes une famille. Et les familles se défendent. Caleb la regarda avec une admiration qui la fit rougir. « Tu n'es plus innocente, Clara Morrison. Tu as appris le courage. Vous me l'aviez promis, » répondit-elle avec un sourire tremblant. 6 mois après la mort de Vasquez, Clara se tenait dans la cuisine, observant le couteau de survie que Caleb lui avait offert après la bataille. C'était une lame simple mais solide.
avec un manche en corne gravé de ses initiales. Ce couteau était devenu le symbole de sa transformation de la jeune femme innocente qu'elle avait été à la femme forte qu'elle était devenue. Elle le portait maintenant toujours à la ceinture, comme les hommes du ranch portaient leur revolver. La vie avait repris son cours normal au ranch Doublemam. Les récoltes avaient été bonnes, le bétail prospérait, et Clara s'était parfaitement intégrée à cette existence rude mais satisfaisante. Elle savait maintenant monter à cheval, tirer aussi bien qu'un homme, et diriger les cow-boys quand Caleb était absent. Plus personne ne la regardait comme une étrangère en ville. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Clara sentait une nausée persistante qui l'avait réveillée avant l'aube. Sarah l'avait regardée avec un sourire entendu quand elle avait refusé le bacon au petit déjeuner. « Ma chère enfant, » avait dit la vieille femme, « il faudrait peu être que nous parlions. » Clara comprenait ce que Sarah sous-entendait. Ses règles étaient en retard de 3 semaines. Elle pourrait être enceinte. Cette pensée l'emplissait à la fois de joie et d'appréhension. Un enfant dans ce monde dur, était-ce sage? Elle fut tirée de ses réflexions par des coups frappés à la porte. Miguel entra, son chapeau à la main, l'air grave. « Madame Morrison, il y a un homme qui demande à vous voir. Il dit qu'il vient de Boston. » Clara sentit son sang se glacer. « De Boston? Qui pouvait bien venir de si loin? Faites-le entrer, » dit-elle en lissant sa robe. L'homme qui entra était élégamment vêtu d'un costume de ville, avec une canne à pommeau d'argent et un haut de forme. Il était grand, mince, avec des cheveux gris soigneusement peignés et des yeux froids. Clara ne l'avait jamais vu, mais quelque chose dans son allure lui rappelait douloureusement sa vie d'avant. « Madame Morrison, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Permettez-moi de me présenter. Silas Hartwell. » Le nom frappa Clara comme une gifle. Silas Hartwell. L'homme qu'elle avait fui, celui qui l'avait frappé et humilié. Comment avait-il pu la retrouver? « Monsieur Hartwell, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. « Que faites-vous ici? »« Je viens chercher ma fiancée, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous m'appartenez, Clara. Vous l'avez toujours su. Je ne vous appartiens pas. Je suis marié. » Hartwell éclata d'un rire désagréable. « Marié? À ce cow-boy inculte? Ma chère Clara, ce mariage n'est pas valide. »« Comment osez-vous? » »« Parce que j'ai la preuve que vous étiez déjà fiancée à moi quand vous avez épousé ce Morrison. Votre père avait signé un contrat de mariage. Devant la loi, vous êtes toujours ma promise. » Clara recula d'un pas. « C'est impossible. Mon père est mort. » « En effet, et il m'a légué tous ses biens, y compris sa fille rebelle. » Hartwell sortit des papiers de sa veste. « Voici l'acte de fiançailles, dûment signé et tamponné. Et voici l'acte de succession qui me fait votre tuteur légal jusqu'à ce que vous m'épousiez. » Clara regarda les documents avec horreur. Elle reconnaissait l'écriture de son père, son cachet familial. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle aurait dû se douter que son père ne la laisserait pas s'échapper si facilement. « Même si ces papiers sont authentiques, » dit-elle en essayant de retrouver son courage, « je suis maintenant une femme mariée. Le Texas reconnaît mon mariage. Le Texas peut être, mais pas les tribunaux fédéraux. J'ai des contacts haut placés. Clara, ce mariage sera annulé et vous reviendrez avec moi à Boston. »« Jamais !» siffla Clara entre ses dents. « Oh, mais si !» Le masque de politesse de Hartwell tomba, révélant la cruauté que Clara se rappelait si bien. « Vous reviendrez, de gré ou de force. Et cette fois, vous ne pourrez plus vous échapper. » La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Caleb entra, couvert de poussière après une journée de travail dans les pâturages. Il s'arrêta net en voyant l'étranger élégant qui faisait face à sa femme. « Clara? Que se passe-t-il? »« Ah !» dit Hartwell en se tournant vers lui. « Le fameux mari. Silas Hartwell, de Boston. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre mariage est nul et non avenu. » Caleb regarda Clara, puis l'étranger. Son visage se durcit, prenant cette expression dangereuse que Clara ne lui avait vue que face aux ennemis. « Qui êtes-vous pour dire ça? » »« Le fiancé légitime de cette femme. Elle était promise à moi avant de vous épouser. J'ai les papiers qui le prouvent. » Caleb s'avança d'un pas. Il dominait Hartwell de toute sa hauteur, et l'homme de Boston recula instinctivement. « Je me fiche de vos papiers. Clara est ma femme, et elle le restera. »« Nous verrons ce qu'en pensent les tribunaux, » répliqua Hartwell en retrouvant un peu de son assurance. « J'ai déjà déposé une requête auprès du juge fédéral de Dallas. Dans 1 semaine,
Des marshals viendront arrêter cette femme pour bigamie. Clara sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Bigamie? Parfaitement. Vous étiez légalement fiancé à moi. En épousant cet homme, vous avez commis un crime fédéral. Hartwell remit ses papiers dans sa poche. Bien sûr, si vous acceptez de m'accompagner volontairement, je pourrais retirer ma plainte. Va au diable, gronda Caleb. Monsieur Morrison, je vous conseille de rester poli. Vous ne voudriez pas être accusé de complicité, n'est-ce pas? Le silence tomba sur la cuisine. Clara voyait bien que Caleb réfléchissait, pesant leurs options. Ils étaient pris au piège. Même dans ce Texas sauvage, on ne plaisantait pas avec la loi fédérale. « Combien » demanda soudain Caleb. « Pardon? Combien voulez-vous pour déchirer ces papiers et repartir à Boston » Hartwell sourit. « Vous croyez que c'est une question d'argent? Mon cher ami, je suis l'un des hommes les plus riches de Boston. Ce que je veux, c'est cette femme. Elle m'a humilié en s'enfuyant, et elle doit payer. »« Alors vous n'aurez rien, » dit Clara en se redressant. « Je préfère la prison à une vie avec vous. »« Oh, ma chère Clara, vous ne comprenez pas. » Hartwell sortit sa montre et la consulta. « Dans 1 heure, mes hommes vont incendier l'école de Fort Worth, celle où vous enseignez aux enfants mexicains le dimanche. Les enfants y sont en ce moment même, avec leur institutrice, Clara Blemmy. Vous n'oseriez pas. Essayez-moi. Venez avec moi maintenant, et ces enfants vivront. Refusez, et leurs morts seront sur votre conscience. » Caleb fit un pas vers Hartwell, les poings serrés. « Espèce de... »« Ah » dit Hartwell en reculant vers la porte. « La violence ne résoudra rien. Tuez-moi, et mes hommes recevront l'ordre de tuer tous les enfants. Laissez-moi partir les mains vides, et ils mourront quand même. La seule façon de les sauver, c'est que Clara vienne avec moi. » Clara ferma les yeux. Elle pensait au visage de ses enfants Maria, José, petite Carmen qui n'avait que 6 ans. Comment un homme pouvait-il être si cruel? « Très bien, » dit-elle d'une voix brisée. « Je viens. »« Clara! Non !» s'écria Caleb. « Je n'ai pas le choix. » Elle se tourna vers son mari, les larmes aux yeux. « Il tuera ses enfants. Je ne peux pas vivre avec ça. »« Excellente décision, » dit Hartwell. « Ma carriole vous attend dehors. Nous partons immédiatement. Laissez-moi au moins faire mes bagages. » Inutile. Je vous achèterai tout ce dont vous avez besoin à Boston. Tout ce qui compte, c'est de quitter cet endroit. Clara regarda une dernière fois autour de la cuisine qui était devenue son foyer. Son regard s'arrêta sur le couteau à sa ceinture. Puis elle regarda Caleb, gravant dans sa mémoire son visage aimé. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Clara, promets-moi de ne pas me suivre. Promets-moi de refaire ta vie. »« Jamais. » Hartwell prit le bras de Clara avec une force qui lui rappelait douloureusement le passé. « Allons-y. » Mes hommes attendent le signal. Clara se laissa entraîner vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Caleb la regardait avec une expression de rage et de désespoir qui lui brisa le cœur. « Je reviendrai, » dit-elle. « D'une façon ou d'une autre, je reviendrai. » Puis Hartwell la poussa dehors vers la carriole noire qui l'attendait. Clara monta sans résister, sachant que chaque seconde de retard pouvait coûter la vie aux enfants. La carriole s'ébranla. Clara regarda le ranch WM s'éloigner, cette maison où elle avait été heureuse, cette terre qu'elle avait appris à aimer. Elle serra son couteau de survie contre elle. C'était tout ce qui lui restait de sa vie de Clara Morrison. Mais au fond de son cœur, une petite flamme de révolte refusait de s'éteindre. Hartwell croyait l'avoir domestiquée à nouveau, mais il se trompait. La femme qui l'emmenait n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fui Boston. C'était Clara Morrison, celle qui avait tué Rodrigo Vasquez, celle qui avait défendu son foyer contre une armée de bandits. Et Clara Morrison ne se rendrait pas sans se battre. Dans la carriole qui l'emmenait vers un destin qu'elle refusait, Clara commença à élaborer un plan. Elle avait appris le courage, comme Caleb le lui avait promis. Il était temps de s'en servir. Derrière eux, debout sur la véranda du ranch, Caleb regardait disparaître la femme qu'il aimait. Ses mains se serraient et se desserraient convulsivement. Il avait envie de sauter sur son cheval et de rattraper cette carriole, de tuer Hartwell de ses propres mains. Mais il savait que Clara avait raison. Des vies innocentes étaient en jeu. Il devait être patient, réfléchir, trouver un autre moyen. Jacques apparut à côté de lui, attiré par le bruit de la carriole. « Qu'est-ce qui se passe? Où va Clara ?» Caleb lui raconta tout, d'une voix dure et contrôlée. Quand il eut fini, Jacques jura longuement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Caleb regarda la poussière soulevée par la carriole qui s'estompait à l'horizon.
On va la récupérer. Mais d'abord, il faut sauver ses enfants. Et ensuite, le sourire de Caleb était effrayant à voir. Ensuite, M. Hartwell va découvrir ce qu'il en coûte de s'attaquer à la famille Morrison. Le voyage vers Dallas dura 3 jours interminables. Clara était assise dans la carriole de Hartwell, les mains serrées sur l'alliance en or de la mère de Caleb qu'elle portait toujours à son doigt. Cette alliance était devenue son ancre, le symbole tangible de l'amour véritable qu'elle avait connu et qu'on tentait maintenant de lui arracher. Chaque fois que Hartwell parlait, chaque fois qu'il esquissait un de ses sourires cruels, elle faisait tourner cet anneau autour de son doigt, se rappelant les vœux qu'elle avait échangés avec Caleb, la promesse qu'il s'était faite de s'appartenir pour toujours. Hartwell avait loué une suite dans le plus bel hôtel de Dallas, avec 2 chambres séparées par un salon commun. Il jouait le gentleman, mais Clara n'était pas dupe. Il la surveillait constamment, et elle avait remarqué qu'il ne la laissait jamais seule. L'un de ses hommes montait toujours la garde dans le couloir. « Demain, nous irons voir le juge », annonça Hartwell en sirotant son whisky. « Il confirmera la nullité de votre mariage, et nous pourrons rentrer à Boston. » Clara ne répondit pas. Elle regardait par la fenêtre, scrutant la rue à la recherche d'un signe, d'un espoir. Caleb viendrait-il la chercher? Ou avait-il accepté de la laisser partir, comme elle le lui avait demandé? « Vous êtes bien silencieuse, ma chère, » continua Hartwell. « J'espère que vous ne nourrissez pas de vains espoirs. Votre cow-boy n'osera jamais s'attaquer à moi. Il sait que j'ai des relations puissantes. »« Vous ne connaissez pas Caleb, » dit Clara doucement. « Oh, mais si, c'est un homme simple, primitif. Il comprend la force brute, pas les subtilités de la loi et des affaires. » Hartwell se leva et s'approcha d'elle. « Vous, en revanche, vous avez reçu une éducation. Vous savez qu'il vaut mieux se plier à l'inévitable. » Clara sentit l'odeur de son eau de Cologne trop forte, la même qu'autrefois. Cela lui donnait la nausée, ou peu, être était-ce autre chose. Elle pensa à ce que Sarah avait sous-entendu au ranch. Et si elle était enceinte? L'idée de porter l'enfant de Caleb alors qu'elle était prisonnière de Hartwell lui donnait des frissons d'horreur. « Je ne vous épouserai jamais, » dit-elle, fermement. « Vous n'aurez pas le choix. Une fois à Boston, vous découvrirez que j'ai beaucoup changé. Je suis devenu plus patient, plus persuasif. » Son sourire était glacial. « Et j'ai des moyens de vous convaincre que vous ne soupçonnez pas. » Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle s'était barricadée dans sa chambre, poussant une commode devant la porte. Elle savait que Hartwell ne tenterait rien avant d'avoir légalisé sa position, mais elle ne prenait aucun risque. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda les étoiles. Quelque part sous ce même ciel, Caleb pensait peu être à elle. Elle ferma les yeux et tenta de lui envoyer tout son amour par la pensée, de lui faire comprendre qu'elle n'avait pas abandonné, qu'elle se battrait jusqu'au bout. Le matin apporta une surprise. En descendant prendre le petit déjeuner, Clara vit un homme familier assis dans le salon de l'hôtel. Jack Morrison, le frère shérif de Caleb, lisait un journal en sirotant son café. Il leva les yeux et la salua poliment, comme s'ils étaient de simples connaissances. « Madame Morrison, » dit-il en se levant, « quelle surprise de vous voir à Dallas. » Hartwell, qui descendait derrière Clara, se figea en entendant le nom. « Shérif Morrison », continua Jack en montrant son étoile. « Je suis en ville pour affaires officielles. »« Monsieur le shérif, » dit Hartwell avec une politesse forcée, « je suis Silas Hartwell de Boston. Cette dame voyage sous ma protection. »« Vraiment ?» Jack regarda Clara avec attention. « J'espère que tout va bien, Madame Morrison. » Clara comprit le message. Jack lui demandait si elle était là de son plein gré. Elle hésita un instant, puis secoua imperceptiblement la tête. « Tout va parfaitement bien, » dit Hartwell en prenant le bras de Clara. « Nous avons rendez-vous avec le juge à 10 heures. Le juge Whitman, un homme remarquable. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs affaires. » Jack sourit. « D'ailleurs, j'ai une audience avec lui cet après-midi. Une coïncidence amusante. » Hartwell parut moins assuré. Une coïncidence, en effet. Au tribunal, Clara découvrit l'étendue des manipulations de Hartwell. Il avait effectivement des relations haut placées. Le juge Whitman l'accueillit comme un vieil ami, et Clara comprit que l'issue de cette audience était décidée d'avance. « Voyons donc ces documents, » dit le juge en chaussant ses lunettes. Hartwell présenta ses papiers avec un air triomphant. Le contrat de fiançailles signé par le père de Clara, l'acte de succession qui faisait de lui son tuteur légal, et plusieurs attestations de juristes de Boston confirmant la validité de ces documents. « Tout semble en ordre, » déclara le juge. « Madame Whitmore,
Morrison, corrigea Clara. Je suis Madame Morrison. Plus pour longtemps, dit Hartwell avec satisfaction. Le juge poursuivit son examen. Clara sentait son cœur se serrer. Dans quelques minutes, son mariage serait annulé, et elle redeviendrait légalement la propriété de Hartwell. « Votre honneur », dit soudain une voix depuis le fond de la salle. Tout le monde se retourna. Un homme en costume noir venait d'entrer, portant une serviette de cuir. Clara ne le connaissait pas, mais Jacques sourit en le voyant. « Maître Thompson, » dit le juge, « que faites-vous ici? Je représente Madame Morrison, votre honneur, et j'ai des documents qui remettent en question la validité de cette procédure. » Hartwell bondit. « C'est impossible! Cette femme n'a pas d'avocat! » « Détrompez-vous, » dit calmement Maître Thompson. « Madame Morrison a été officiellement prise en charge par le cabinet juridique de mes associés de Fort Worth dès hier soir. » Il sortit des papiers de sa serviette. « Voici l'acte de naissance de Madame Morrison, qui prouve qu'elle était majeure au moment de son mariage au Texas. Voici également une copie certifiée conforme de son certificat de mariage, dûment enregistré dans les registres du comté. »« Ces documents ne changent rien, » protesta Hartwell. « J'ai ici une lettre de votre propre main, Monsieur Hartwell, datée de 6 mois avant le départ de Madame Morrison pour le Texas. Une lettre dans laquelle vous rompez vos fiançailles et libérez Mademoiselle Whitmore de tout engagement. » Le silence tomba sur la salle. Hartwell était devenu livide. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Je n'ai jamais écrit une telle lettre. Pourtant, voici votre signature, et voici l'expertise graphologique qui le confirme. » L'avocat tendit les documents au juge. Cette lettre a été trouvée dans les affaires du père de Madame Morrison, conservée chez le notaire de Boston. Clara n'y comprenait rien. Comment Caleb avait-il pu organiser tout cela si rapidement? De plus, continua Maître Thompson, j'ai ici une déposition sous serment de Mademoiselle Sarah McKenna, qui atteste que M. Hartwell a menacé de faire du mal à des enfants innocents pour contraindre Madame Morrison à le suivre. Cette extorsion invalide toute procédure légale. Le juge étudiait les documents avec attention. Hartwell était de plus en plus nerveux. « Votre honneur, » dit-il d'une voix moins assurée, « ces documents sont sûrement des faux. » « Monsieur Hartwell, » l'interrompit le juge d'un ton glacial. « Êtes-vous en train d'accuser un officier de justice de falsification de preuves? »« Non, bien sûr que non, mais... » « Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de rejeter votre demande. Le mariage de Madame Morrison est parfaitement valide. Et cette cour n'a aucune raison de l'annuler. » Clara sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle était sauvée. Mais comment? Hartwell était fou de rage. « Ce n'est pas fini !» cracha-t-il. « J'ai d'autres recours. Monsieur Hartwell, » dit Jacques en se levant, « j'ai le regret de vous informer que vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et... extorsion. » « Quoi? Vos hommes ont été arrêtés hier soir alors qu'ils tentaient d'incendier l'école de Fort Worth. Ils ont avoué avoir agi sur vos ordres. » Jacques fit signe à 2 adjoints qui attendaient dans le couloir. « Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'on emmenait Hartwell, menotté et hurlant des menaces, Clara se tourna vers l'avocat qui l'avait sauvé. « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous eu tous ces documents? » Maître Thompson sourit. « Votre mari est un homme déterminé, Madame Morrison. Dès que vous avez été enlevée, il a télégraphié à Boston pour faire rechercher cette fameuse lettre de rupture. Il se doutait qu'un homme comme Hartwell avait dû couvrir ses arrières à un moment donné. Et vous l'avez trouvé? Dans le coffre du notaire de votre père. Apparemment, Hartwell avait rompu vos fiançailles quand il avait appris que votre père était ruiné. Il vous voulait pour votre dos, pas pour vos beaux yeux. Quand la dot a disparu, il a rompu. C'est seulement en apprenant votre mariage avantageux qu'il a changé d'avis. » Clara secoua la tête, abasourdie. « Caleb a organisé tout cela en 3 jours? Votre mari a des amis influents, Madame Morrison, et il vous aime plus que sa propre vie. » Jacques s'approcha d'eux. « Clara, il faut partir. Caleb vous attend. Il est ici? Depuis hier soir. Il n'a pas fermé l'œil, de peur que quelque chose tourne mal. » Clara suivit Jacques hors du tribunal, le cœur battant. Sur les marches, elle le vit. Caleb se tenait près d'un cheval, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Quand il l'aperçut, son visage s'illumina. Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui avec une force désespérée, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Clara,
murmura-t-il contre ses cheveux. J'ai cru que je vous avais perdu pour toujours. Je suis là, chuchota-t-elle. Je suis là, et je ne partirai plus jamais. Ils restèrent enlacés au milieu de la rue, indifférents au regard des passants. Clara sentait l'odeur familière de cuir et de savon, la chaleur de ses bras autour d'elle. Elle était enfin rentrée chez elle. « Comment avez-vous su pour la lettre? Je connais les hommes comme Hartwell. Ils ne prennent jamais de risques sans avoir une porte de sortie. » Il la regarda dans les yeux. « Et puis, j'avais une promesse à tenir. »« Laquelle? » ?»« Celle de vous protéger, même de vos propres démons. » Clara sourit à travers ses larmes. « Je vous aime, Caleb Morrison. Et moi je vous aime, Clara Morrison. Pour toujours. » Ils remontèrent en selle et prirent la route du ranch. Clara chevauchait à côté de Caleb, l'alliance de sa belle-mère brillant au soleil. Elle était libre, elle était aimée, et elle rentrait chez elle. Mais surtout, elle portait peu, être l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Cette pensée la remplissait d'une joie si intense qu'elle avait envie de chanter. Le cauchemar était fini. Leur vraie vie pouvait enfin commencer. Le soleil déclinait vers l'horizon quand Clara et Caleb atteignirent les collines qui surplombaient le ranch Doublem. Clara sentit son cœur se gonfler en voyant leur terre s'étendre devant eux, dorée par la lumière du couchant. Dans ses mains, elle tenait le bouquet de fleurs sauvages que Caleb avait cueilli pour elle pendant une halte des marguerites blanches, des lupins violets et des herbes odorantes qui poussaient librement dans les prairies du Texas. Ce bouquet simple était plus précieux à ses yeux que toutes les orchidées de Boston, car il représentait la beauté authentique de leur amour au cœur de cette terre rude. « Regardez !» murmura Caleb en pointant vers la maison. Clara suivit son regard et sourit. Toutes les fenêtres du ranch étaient illuminées, et elle pouvait voir des silhouettes qui s'affairaient dans la cour. Sarah avait visiblement organisé une fête pour célébrer leur retour. « Ils nous attendaient », dit-elle avec émotion. Sarah a dit qu'elle ferait un festin quand nous reviendrions. Elle n'a jamais douté que nous y arriverions. Ils descendirent la colline au trot, et bientôt des cris de joie s'élevèrent du ranch. Miguel courut vers eux, suivi de Sarah qui s'essuyait les mains sur son tablier, de Pierre et Antoine, et de tous les cowboys du ranch. « Madame Morrison !» cria Sarah en tendant les bras. « Dieu soit loué, vous voilà revenue !» Clara descendit de cheval et se jeta dans les bras de la vieille femme, qui l'avait accueillie comme une fille. Sarah sentait la cannelle et la vanille, et Clara comprit qu'elle avait passé la journée à préparer ses gâteaux préférés. « J'ai eu si peur de ne jamais vous revoir, » murmura Sarah. « Je suis là, et je ne repartirai plus jamais, » promit Clara. Miguel s'approcha, son chapeau à la main, un large sourire illuminant son visage buriné. « Bienvenue chez vous, patronne. La maison n'était plus la même sans vous. » Les frères français s'inclinèrent galamment. « Madame Morrison, » dit Pierre avec son accent chantant, « nous sommes heureux de votre retour. » Antoine a composé une chanson pour l'occasion. Antoine rougit et marmonna quelque chose d'incompréhensible, ce qui fit rire tout le monde. Caleb prit la main de Clara et la guida vers la maison. « Venez, Sarah a préparé quelque chose de spécial. » La salle à manger avait été transformée. Des lanternes en papier pendaient au plafond. Des fleurs sauvages décoraient la table. Et un véritable banquet les attendait. Clara reconnut tous ses plats préférés, le ragoût de bœuf de Sarah, ses biscuits au miel, sa tarte aux pommes, et même un gâteau décoré de roses en sucre. « Asseyez-vous, » dit Sarah en poussant Clara vers sa chaise habituelle. « Vous devez être épuisée après toutes ces émotions. » Clara s'assit, mais elle ne parvenait pas à manger. Trop d'émotions se bousculaient en elle. Le soulagement d'être rentrée, la joie de retrouver sa famille et cette autre nouvelle qu'elle portait en secret. « Clara ?» dit Caleb en remarquant qu'elle ne touchait pas à son assiette. « Ça va ?»« Oui, » dit-elle en souriant. « C'est juste que... il y a quelque chose que je dois vous dire. » À tous. Un silence expectatif tomba sur la tablée. Clara regarda tous ces visages aimés qui l'entouraient. Caleb, Sarah, Miguel, les frères français, même les cowboys qui avaient été invités à partager ce repas exceptionnel. « Quand Hartwell est venu me chercher, commença-t-elle, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. » Elle prit la main de Caleb et la posa sur son ventre encore plat. « Nous allons avoir un enfant. » Le silence se prolongea quelques secondes, puis Sarah poussa un cri de joie. « Un bébé! Oh, ma chère enfant! C'est magnifique! » Caleb la regardait avec des yeux écarquillés. « Un enfant? Vous êtes sûr? Aussi sûr qu'on puisse l'être. » Sarah l'avait deviné avant même que...
je le réalise. J'ai de l'expérience dans ce domaine, dit Sarah avec fierté. J'ai aidé à mettre au monde la moitié des enfants du comté. Caleb se leva brusquement, fit le tour de la table et prit Clara dans ses bras. Il la fit tournoyer dans la pièce pendant que tout le monde applaudissait et criait de joie. « Un enfant !» répétait-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Notre enfant, confirma Clara en riant. Miguel leva son verre de vin. « À la famille Morrison, que ce bébé grandisse fort et heureux sur cette terre !»« À la famille Morrison !» reprirent tous les autres en chœur. Le repas se transforma en véritable fête. Antoine sortit son harmonica et joua des airs français mélancoliques. Pierre raconta des histoires de son pays natal, et Miguel chanta des ballades mexicaines de sa voix grave et chaude. Mais bientôt, Clara commença à sentir la fatigue de ces journées éprouvantes. Caleb le remarqua et se leva. « Je crois qu'il est temps pour ma femme de se reposer, » annonça-t-il. « Bien sûr, » dit Sarah en se levant aussi. « Allez donc, mes enfants. Nous nous occuperons de tout ranger. » Clara embrassa tout le monde et monta l'escalier au bras de Caleb. Dans leur chambre, rien n'avait changé. Leurs affaires étaient exactement comme elle les avait laissées, et des fleurs fraîches trônaient sur la commode. « Sarah !» murmura Clara avec tendresse. « Elle n'a jamais douté que vous reviendriez, » dit Caleb en fermant la porte derrière eux. Clara alla à la fenêtre et regarda dehors. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du Texas, et elle entendait le rire des hommes qui continuaient à fêter en bas. « J'ai cru que je ne reverrais jamais tout cela, » dit-elle doucement. Caleb s'approcha derrière elle et l'entoura de ses bras. « Moi aussi. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Comment avez-vous su qu'il fallait chercher cette lettre? Parce que je connais les hommes comme Hartwell. Ils ne font jamais rien sans avoir prévu une échappatoire. » Il la fit se retourner vers lui. « Et parce que je ne pouvais pas accepter de vous perdre. » « Pas maintenant que nous avons trouvé le bonheur. » Clara leva les yeux vers lui. Dans la lumière douce de la lampe, il était encore plus beau qu'elle ne l'avait jamais vu. Ses cheveux étaient ébouriffés par le voyage, sa chemise froissée, mais ses yeux brillaient d'un amour si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Caleb !» murmura-t-elle. « Oui, embrassez-moi, embrassez votre femme. » Il se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui effaça toutes les peurs, toutes les souffrances des derniers jours. C'était un baiser de retrouvailles, de promesses renouvelées, d'amour triomphant. Quand ils se séparèrent, Clara souriait à travers ses larmes de joie. « Bienvenue chez nous, Madame Morrison », chuchota Caleb. Soufflait doucement dans les herbes, portant avec lui le parfum des fleurs sauvages et la promesse d'un avenir radieux. Cette nuit-là, Clara resta longtemps éveillée dans les bras de Caleb, savourant la paix retrouvée. Elle portait la chemise de nuit brodée que Sarah lui avait offerte pour son mariage, un vêtement simple en coton blanc orné de petites fleurs délicates cousues à la main. Cette chemise de nuit était devenue le symbole de son innocence s'offrant à la masculinité protectrice de Caleb, mais aussi de leur intimité partagée, de ces moments précieux où ils n'étaient plus que 2 âmes unies dans l'amour. « À quoi pensez-vous » murmura Caleb dans l'obscurité. « À nous. À ce qui nous attend. » Clara se blottit plus près de lui. « J'ai eu si peur de tout perdre. Vous ne perdrez plus jamais rien, Clara. Je vous le promets. » Elle leva la tête pour le regarder. La lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres douces sur son visage. Caleb. « Quand j'étais avec Hartwell, j'ai compris quelque chose. Ce que nous avons est rare, précieux. Nous nous sommes trouvés contre toute attente, et nous avons appris à nous aimer malgré nos différences. Nous nous sommes apprivoisés, dit-il en caressant ses cheveux. Comme vous l'avez dit le premier jour. Oui. Et maintenant nous allons avoir un enfant. Un petit être qui grandira en sachant ce que c'est que d'être aimé vraiment. » Caleb posa sa main sur le ventre de Clara, encore plat mais qui abritait déjà leur futur. « Comment vous sentez-vous? Avez-vous des nausées? Le matin parfois. Sarah dit que c'est normal. » Clara sourit. « Elle est déjà en train de préparer une chambre d'enfant. Je crois qu'elle est plus excitée que nous. Elle mérite d'être grand-mère. Elle s'est occupée de cette maison si longtemps. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Clara se redressa légèrement. « Caleb, il faut que je vous dise quelque chose. Quand Hartwell m'a emmené, j'ai pensé à Margaret. » Le corps de Caleb se tendit imperceptiblement. « Pourquoi? » « Parce que j'ai compris la différence entre nous. Margaret était malheureuse ici parce qu'elle n'avait pas choisi cette vie. On la lui avait imposée, comme on voulait m'imposer Hartwell. » Clara posa sa main sur le cœur de Caleb.
Moi, j'ai choisi. J'ai choisi de venir au Texas, j'ai choisi de vous épouser, j'ai choisi de me battre pour notre amour. Clara. Non, laissez-moi finir. Vous vous êtes senti coupable de la mort de Margaret parce que vous pensiez qu'elle était morte à cause de votre mode de vie. Mais la vérité, c'est qu'elle est morte parce qu'elle ne s'était jamais vraiment battue pour vivre ici. Moi, je me bats. Et je continuerai à me battre, pour nous, pour notre enfant, pour cette terre que nous aimons. Caleb la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Comment faites-vous ça? Quoi? Comment faites-vous pour toujours? Savoir exactement ce que j'ai besoin d'entendre? Clara sourit et l'embrassa tendrement. Parce que je vous aime. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on apprend à guérir ses blessures. Caleb la serra contre lui avec une force qui témoignait de toute l'émotion qu'il ne savait pas exprimer avec des mots. Dans cette étreinte, Clara sentit quelque chose se dénouer en lui, une tension qu'il portait depuis des années et qui s'évaporait enfin. « Je vous aime, Clara Morrison », murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que ma vie, plus que cette terre, plus que tout ce que j'ai jamais aimé. Et moi je vous aime, mon mari. Pour toujours. » Il la regarda dans les yeux, et Clara y vit une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais. « Apprenez-moi, » dit-il doucement. « Quoi? Apprenez-moi à être père. Apprenez-moi à être l'homme que vous et notre enfant méritez. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous l'êtes déjà, Caleb. Vous l'avez toujours été. Vous m'avez dit que je vous apprendrais le courage. Mais c'est vous qui m'apprenez ce qu'est vraiment l'amour. » Ils s'embrassèrent avec une tendresse infinie, scellant cette promesse mutuelle d'apprentissage et de découverte. Dehors, le vent murmurait dans les herbes hautes, et quelque part un hibou ulula doucement. « Clara » chuchota Caleb contre ses lèvres. « Oui, montrez-moi. Montrez-moi comment aimer sans avoir peur. » En réponse, Clara le guida vers elle avec une douceur patiente. Dans la pénombre de leur chambre, ils se redécouvrirent avec une lenteur révérencieuse, comme s'ils scellaient une nouvelle alliance. Ce n'était plus l'union urgente de leur nuit de noces, mais quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Clara guidait Caleb avec une tendresse qu'elle ne se connaissait pas, lui montrant par ses caresses et ses murmures qu'il était aimé sans condition, accepté dans toutes ses fragilités. Et lui, cet homme dur et silencieux, se laissait guider avec une confiance absolue, découvrant qu'il pouvait être vulnérable sans perdre sa force. Quand ils s'unirent enfin, ce fut avec une lenteur exquise, chaque geste empreint d'amour et de reconnaissance mutuelle. Clara sentait qu'ils ne faisaient pas que partager leur corps, mais qu'ils fusionnaient leurs âmes, créant quelque chose de nouveau et de précieux. Plus tard, épuisés et comblés, ils restèrent enlacés dans la tiédeur de leur lit. Clara écoutait le cœur de Caleb battre sous sa joue, régulier et fort comme le rythme même de cette terre qu'ils aimaient. « Nous avons créé plus qu'un enfant cette nuit, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons créé une famille, une vraie famille, bâtie sur l'amour et le choix. » Caleb resserra son étreinte. « Notre enfant grandira en sachant qu'il est né de l'amour véritable, et il apprendra de nous ce que c'est que de choisir sa destinée. Dans quelques heures, l'aube se lèverait sur une nouvelle journée, le début de leur vraie vie commune. Mais pour l'instant, ils savouraient cette perfection fragile, cette harmonie complète qu'ils avaient mise si longtemps à atteindre. Clara s'endormit en souriant, une main posée sur son ventre où grandissait leur enfant, l'autre entrelacée avec celle de l'homme qu'elle aimait. Demain, ils commenceraient à construire l'avenir qu'ils avaient choisi ensemble. 6 mois plus tard, Clara se tenait devant la fenêtre de la nurserie, berçant doucement son fils nouveau-né. Le berceau en bois de chêne que Caleb avait sculpté de ses propres mains trônait au centre de la pièce, symbole tangible de l'espoir et de la continuation de leur lignée sur cette terre, parfois hostile mais toujours généreuse. Chaque courbe du bois poli témoignait de l'amour patient avec lequel Caleb l'avait façonné pendant les longs mois d'hiver, gravant discrètement dans le bois les initiales de leur famille et la date de naissance prévue. « Thomas Morrison » murmura-t-elle en regardant le petit visage endormi. « Tu es né sur cette terre, et elle sera tienne un jour. » Le bébé avait les yeux bleus de son père et une touffe de cheveux châtains qui rappelait sa mère. Il était né 3 semaines plus tôt, par une nuit d'orage, avec Sarah et le docteur de Fort Worth pour assister Clara. Caleb avait fait les 100 pas dans le salon, plus nerveux qu'avant n'importe quelle bataille. « Comment va notre petit cow-boy » Clara se retourna en souriant. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, encore couvert de la poussière du travail mais les yeux brillants de tendresse. Il s'approcha et prit délicatement son fils,
dans ses grands bras. « Il dort bien, » dit Clara. Sarah dit qu'il a bon caractère. Il tient de sa mère. Clara rit doucement. Et de son père aussi. Regardez comme il serre les poings. Il sera fort. Caleb s'assit dans le fauteuil à bascule qu'il avait installé près de la fenêtre et berça Thomas avec une douceur qui contrastait avec sa stature imposante. Sarah a eu raison d'insister pour cette chambre. Elle savait qu'il nous fallait un foyer pour accueillir nos enfants. Nos enfants, répéta Clara en haussant un sourcil. Thomas ne sera pas fils unique, pas sur cette terre où la famille est tout. Clara s'approcha et posa une main sur l'épaule de son mari. Laissons d'abord grandir celui-ci. J'ai encore besoin de temps pour me remettre de l'accouchement. Bien sûr, nous avons tout le temps du monde. Par la fenêtre, il voyait la prairie s'étendre jusqu'à l'horizon, dorée par le soleil couchant. Le bétail paissait paisiblement, et il pouvait entendre Miguel donner des instructions aux nouveaux cow-boys qu'ils avaient engagés pour faire face à l'expansion du ranch. « Vous vous souvenez de votre première nuit ici ?» demanda Caleb. « Comment l'oublier? J'étais terrifié. Cette maison me semblait si grande, si vide. » Et maintenant, Clara regarda autour d'elle. La nurserie était gaie et chaleureuse, avec des rideaux jaunes que Sarah avait cousus, des jouets en bois sculptés par Pierre et Antoine, et des dessins d'animaux que Miguel avait peints sur les murs. Toute la maison avait pris vie avec l'arrivée du bébé. Maintenant, c'est notre foyer, le cœur de notre monde. Des voix s'élevèrent de la cour. Clara reconnut le rire de Sarah et les éclats de voix de Jacques qui était venu dîner avec sa nouvelle épouse, Marie, une institutrice de Dallas qu'il avait épousée au printemps. « Ils arrivent, » dit Caleb en se levant. « Vous descendez? Dans un moment. Je veux d'abord coucher Thomas. » Caleb déposa un baiser sur le front de son fils, puis sur les lèvres de Clara. « Ne tardez pas. » Sarah préparait un festin. Quand il fut parti, Clara installa Thomas dans son berceau et le regarda dormir. Elle pensait au chemin parcouru depuis son arrivée au Texas. La jeune femme timide et effrayée qui était descendue du train à Fort Worth avait disparu, remplacée par une femme forte qui savait se battre pour protéger sa famille. Elle descendit rejoindre les autres dans la salle à manger. La table était dressée avec la plus belle vaisselle, et l'air embaumait le rôti de bœuf et les légumes du potager. Jacques et Marie étaient déjà arrivés, ainsi que Miguel et sa femme Rosa qu'il avait épousée l'hiver précédent. « Clara !» s'écria Marie en se levant pour l'embrasser. « Comment allez-vous? Et comment va notre petit prince? »« Nous allons très bien tous les deux, » répondit Clara en prenant place à côté de Caleb. « Il faut que je vous raconte, » dit Jacques en levant son verre. « J'ai reçu des nouvelles de Boston la semaine dernière. Hartwell a été condamné à 5 ans de prison. Il ne vous embêtera plus jamais. » Un silence soulagé accueillit cette nouvelle. Clara sentit Caleb prendre sa main sous la table. « Parfait, » dit-elle simplement. « Cette histoire appartient au passé. » Sarah apporta le rôti, suivi de Pierre et Antoine, qui portaient les accompagnements. Les frères français s'étaient intégrés parfaitement à la vie du ranch, et Pierre courtisait maintenant assidûment la fille du pasteur de Fort Worth. « Mes amis, » dit Caleb en se levant, son verre à la main, « nous avons beaucoup de choses à célébrer ce soir. La naissance de Thomas, les mariages de Jacques et Miguel, et surtout, nous célébrons ce que nous avons construit ensemble. Une famille qui dépasse les liens du sang. À la famille Morrison, dit Miguel en levant son verre. À la famille Morrison, reprirent tous les autres. Le repas se déroula dans la joie et la bonne humeur. Marie raconta ses efforts pour civiliser Jacques. Rosa parla de son projet d'école pour les enfants mexicains du ranch, et Antoine joua quelques airs à l'harmonica. Vers 10 heures, les invités prirent congé. Clara et Caleb se retrouvèrent seuls sur la véranda, regardant les étoiles qui brillaient dans le ciel immense du Texas. « À quoi pensez-vous » demanda Caleb. « Je pense à cette première nuit où nous nous sommes rencontrés. Vous m'aviez dit que je découvrirais le courage. Et vous l'avez découvert. Oui, mais j'ai découvert bien plus que cela. J'ai découvert l'amour véritable, l'amitié, la famille. » Clara se tourna vers lui. « J'ai découvert qui j'étais vraiment. »« Et qui êtes-vous, Clara Morrison? »« Je suis une femme du Texas, une mère, votre épouse. Et surtout, je suis chez moi. » Caleb l'attira contre lui. « Tu as appris le courage, mais tu m'as enseigné la tendresse. Nous nous sommes vraiment apprivoisés, comme vous me l'aviez promis. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant les bruits familiers de leur terre, le murmure du vent dans les herbes, le lointain mugissement du bétail, le chant des grillons. Quelque part dans la maison, Thomas dormait paisiblement dans son berceau de chêne, premier maillon d'une nouvelle génération qui grandirait en connaissant l'amour et la
Sécurité, Caleb, murmura Clara. Oui, merci. Pourquoi? Pour m'avoir appris le courage, pour m'avoir donné un foyer, pour m'avoir aimé. Clara, c'est moi qui vous remercie. Vous avez apporté la lumière dans ma vie. Au loin, un coyote hurla, et d'autres lui répondirent. Mais Clara n'avait plus peur de ces bruits de la nuit. Cette terre sauvage était devenue la sienne, et elle l'avait conquise avec amour et détermination. « Rentrons, dit-elle finalement. Thomas va bientôt avoir faim. » Ils rentrèrent main dans la main, fermant doucement la porte sur cette soirée parfaite. Dans la nurserie, Thomas dormait toujours, ses petits poings serrés comme pour saisir l'avenir qui l'attendait. Clara et Caleb se préparèrent pour la nuit, savourant cette intimité quotidienne qu'ils avaient appris à chérir. Dans leur lit, Clara se blottit contre Caleb comme elle l'avait fait tant de fois. « Je vous aime, murmura-t-elle dans l'obscurité. « Et moi je vous aime pour... » Toujours. Dehors, le vent du Texas continuait à souffler dans les herbes hautes, portant avec lui les parfums de la terre et les promesses de l'avenir. Dans cette maison qu'ils avaient bâtie ensemble, la famille Morrison dormait en paix, unie par un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. L'innocence était devenue courage, et le courage était devenu amour. Dans cette terre sauvage du Texas, deux âmes s'étaient trouvées et apprivoisées, créant un foyer où régnerait pour toujours la tendresse et la force.